Hello Maëva, comment tu vas? Hello Paul, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors, t'accompagnes depuis plusieurs années les coachs, formateurs, formatrices dans le lancement de leur formation via ton agence GladUp. Ce matin, j'ai un bon millier de questions à te poser. Je te propose qu'on y aille direct. Pour commencer, j'ai un petit jeu à te proposer. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir les 5 plus grands mythes sur la formation en ligne. J'aimerais bien que tu me dises si c'est vrai ou faux, sachant qu'à chaque fois, chacun des sujets, on aura l'occasion de reparler plus en détail dessus. C'est juste histoire de dire en gros vrai, faux, une petite phrase explicative si tu veux, mais voilà. Est-ce que tu es Ok, prête? très bien, je suis prête. Alors, premier mythe, il faut une grosse audience pour vendre une formation. Pas du tout, il faut juste la bonne audience si tu veux tes 10 premiers clients, t'as pas besoin d'avoir 1000 abonnés. Parfait. Deuxième mythe, il faut créer une formation parfaite avant de la vendre. Totalement faux. Moi, je conseille de vendre avant de créer, comme ça tu co-crées avec ton audience et elle est parfaite pour ton audience. Ok. Si mon lancement ne cartonne pas tout de suite, c'est que mon offre est mauvaise. Pas forcément non plus, c'est faux, ça dépend de plein de choses. Et puis, un lancement, il va y en avoir plein, donc on optimise, on analyse, on optimise, on ajuste. Pour mieux vendre, il faut utiliser des méthodes agressives ou manipulatrices. C'est ChatGPT, m'engueule pas. Totalement faux, tu peux vendre de manière très éthique, ça devrait même pas être on devrait pas dire vendre éthique, ça devrait être normal. Et dernier mythe, la formation en ligne, c'est un revenu passif facile. Totalement faux aussi. C'est pas un revenu passif, ça demande du travail, ça demande beaucoup d'implication. Après, oui, notre temps n'est plus totalement corrélé à l'argent que l'on gagne, mais avant d'en arriver là, on va d'abord travailler. Parfait. Merci beaucoup, on est parti. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est Maëva. J'accompagne du coup, comme tu l'as dit, les coachs et les formatrices dans le lancement de leur programme en ligne depuis 2020. J'étais copywriter avant ça. Et je me suis vite rendu compte qu'une page de vente ne suffisait pas pour vendre si derrière il n'y avait pas une stratégie béton, une bonne offre avec une bonne audience. Donc aujourd'hui, j'ai un programme qui est sur 12 mois qui s'appelle la GladUp Academy qui accompagne mes clientes non pas à réussir à vendre une fois, mais à mettre en place un système de lancement qui leur apporte les revenus nécessaires pour avoir un business qui soit pérenne et prédictible. Ok, trop bien. Ton pitch est bien rodé. Souvent, les gens ils partent un peu plus dans tous les sens. Toi, on sent que c'est assez pro, assez carré. Est-ce que tu peux m'amener, faire un peu ton histoire dans comment t'es arrivé dans le bain de l'entrepreneuriat? Parce que, pareil, les gens que je rencontre, généralement, ce qu'ils font actuellement, c'est jamais le plan A, c'est toujours le plan B, C, voire D, voire Z. Toi, comment, dans ton parcours, t'en es arrivé à là aujourd'hui? Mon parcours n'a absolument aucun sens. J'ai vécu de multiples reconversions. Je crois que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Pour moi, être entrepreneur, c'était l'indépendance, la liberté et c'était mon obsession. J'ai commencé dans le milieu du cheval quand j'avais 14 ans avec une école en alternance entre le cheval et l'école et j'avais une carrière un peu toute tracée pour moi qui suis très structurée. Je savais ce que j'allais faire, j'aurais mes futures écuries, ce qu'il y aurait dedans, tout ça. 14 ans, je t'avais fait un petit business plan d'une gamine de 14 ans en mode Waouh! collage dans un bouquin. Et finalement, bah, le milieu du cheval est un milieu très très dur. J'ai fini par abandonner et je me suis sentie un peu perdue. Donc j'ai eu de multiples reconversions, mais j'ai toujours cherché un travail dans lequel je pouvais entreprendre. Donc on va dire que mon premier, je sais pas si je peux l'appeler un business, j'ai 20 ans et je me lance en tant que prothésiste ongulaire à domicile en micro-entreprise. Et je vais faire 0 € de chiffre d'affaires parce que je suis absolument incapable de me vendre. J'ai un super plan à l'époque, hein. Je vais aller contacter les salons de coiffure pour leur proposer de venir dans le salon. Je suis jamais rentrée dans le salon de coiffure. Donc, Ah, merde. ça n'a pas fonctionné. J'étais tellement timide, renfermée, capable de me vendre. Donc, je suis retournée au salariat. Finalement, j'étais allergique aux produits, donc c'était pas plus mal. Et j'ai à nouveau vécu de multiples reconversions.
fait plein de petits boulots, l'usine, la restauration, jusqu'à ce que je décide potentiellement de retourner dans le milieu du cheval parce que je ne savais faire que ça et que je décide de passer mes permis remorque et permis poids lourd pour avoir des bagages supplémentaires. Et à ce moment-là, je tombe sur une monitrice auto-école qui a racheté l'auto-école et qui me dit ne retourne surtout pas dans le milieu du cheval, c'était des cons à l'époque, c'en est toujours, ne fais pas ça. Et comme je suis vite passionnée par plein de choses, je me lance en tant que monitrice auto-école, je vais me former. C'est de multiples investissements. Il faut savoir que pendant une période de ma vie, je suis sans cesse sous crédit à la conso parce que je me forme, je change d'orientation, je réinvestis, je rérachète mon crédit éternellement. Et du coup, bah, je me forme en tant que monitrice auto-école. Je vais être salariée pendant 2 ans et demi. Et à 25 ans, je crée mon auto-école. Je crée mon auto-école, donc là, sacrée aventure, hein, ça n'a rien à voir avec le business en ligne et l'auto-entreprise. Il faut des agréments, il faut un gros crédit, donc je fais tout ce qu'il faut. L'auto-école va fonctionner tout de suite, mais je vais être la parfaite salariée de ma société. Je vais gérer mes leçons de conduite, mais pas mon entreprise, et je vais faire des erreurs qui, au bout de 2 ans, vont me coûter ma boîte. Et dépôt de bilan, mauvaise gestion, tout ça. Je finis bah, avec absolument plus rien, même plus la capacité de me loger. Et à ce moment-là, je me dis que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas pour moi et qu'il faut être absolument cinglé pour être entrepreneur. Alors, je le pense encore un peu, je pense qu'on a bien pour se lancer là-dedans, mais je cherche, je suis en total burn-out et je cherche un boulot sans responsabilité, sans réflexion, plus que ça, et je deviens chauffeur poids lourd. Ok. J'ai le permis et j'ai besoin de juste qu'on me laisse tranquille à ce moment-là. Donc je vais faire ça pareil. Je crois que c'est une période de 2 ans et très rapidement, bah, je m'ennuie. J'ai essayé de rentrer dans un moule, d'acheter une maison, de prendre un chien, un CDI. Et en fait, je m'ennuie, ça ne me correspond pas du tout. Je me remets à chercher qu'est-ce que je vais faire. Je me lance dans une formation pour avoir un diplôme qui m'emmène à faire un stage dans le marketing digital à Lisbonne. Et là, je découvre le marketing, je découvre qu'il y a des gens qui ont une entreprise et qui voyagent en même temps. Et je trouve ça absolument incroyable. Et je découvre au début, bah, multipassionnée que je suis, je pars dans tous les sens, formation site internet, formation marketing, création de contenu Instagram, formation en tout. Et je découvre le copywriting. Et là, le copywriting, c'est le match parfait. Moi qui est hyper intéressée par la psychologie humaine, qui n'aime pas vendre, qui n'est pas du tout à l'aise, je me dis, bah, je vais faire de ma plus grosse faiblesse ma plus grande force. Donc, je vais me former. Ça va être le dernier rachat de crédit que je ferai à ce moment-là pour la formation de copywriting, celle de Stan Leloup à l'époque, je me souviens. Et puis, je lance mon entreprise directement et je crois qu'il y avait 3 leçons que j'avais retenues de mon échec qui étaient faut apprendre à vendre, faut apprendre à devenir un entrepreneur et faut pas rester seul. Donc, je suis arrivée sur Instagram en me disant, bah, t'es timide, t'es renfermée, et bah, c'est pas grave, tu fais comme si tu l'étais pas et tu vas contacter les gens, tu vas discuter avec eux et c'est hors de question que tu échoues encore. En plus, à ce moment-là, j'ai acheté une maison, j'ai un crédit, j'ai pas un pôle emploi qui suffit pour payer tout ça. Donc voilà, je suis partie le couteau entre les dents et j'ai rien lâché. Voilà un peu mon parcours résumé. Mais ça m'a donné encore plus d'idées de questions, enfin, pas d'idées de questions, mais de points que je vais approfondir. Déjà, tu disais que tu es timide. Ça se ressent pas du tout là. Est-ce que c'est que tu as appris parce que tu vois, moi je suis un grand timide aussi, mais quand je suis dans une position de stress, je le voyais quand je faisais des exposés à l'école, j'avais tendance d'un coup à parler très vite et faire des grands sourires, et du coup personne me croyait quand je disais que j'étais timide. Ou alors c'est que juste t'as appris à travailler sur ta timidité et ça va mieux. Toi, comment t'as géré ce truc? Je me suis forcée. Je me suis forcée et je pense qu'à un moment donné, ça a commencé avec l'auto-école où j'avais le rôle de la monitrice. J'étais le Oh là là. professeur. Et je me retrouvais j'avais 25 ans, donc face à des élèves qui n'étaient pas toujours beaucoup plus jeunes que moi, face à leurs parents et face parfois au mec qui a 50 ans, qui a perdu son permis parce qu'il avait trop Ah, bu, et je dois m'imposer. Donc je pense que j'ai commencé un peu, tu sais, c'est quoi la phrase? Fake it until you make it. Je me suis dit, oui. joue un rôle, fais comme si tu avais confiance en toi.
fais comme si tu avais confiance en toi, comme si tu étais à l'aise. Et je crois que petit à petit, ça, je rentrais dans mon rôle et ça m'aidait et c'est devenu un peu plus naturel. Après, attention, euh, tout le business que j'ai créé en ligne a été vraiment un énorme développement personnel, hein. Il y a eu un avant 2020 et un après maintenant, parce que c'est absolument incroyable le changement et je pense que je me suis forcée, j'ai arrêté de m'écouter et là, je suis chez moi, on est via un écran. On n'est pas en plein networking avec plein de gens Hmm. où je suis encore un peu plus réservée. Maintenant, je suis à l'aise face à la caméra, face à des écrans. Je suis pas quelqu'un qui sort énormément parce que je suis introvertie. Je suis pas celle que tu vas voir dans tous les networking. Quand j'y vais, c'est mieux qu'avant aussi, mais t'es sûr qu'après je dors pendant une semaine tellement je suis fatiguée. Donc c'est des efforts. Je pense que c'est des efforts. C'est le fait de faire, 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 faire. Ok, ok. Et tu disais aussi que ton agence d'auto-école, que tu l'as montée, que tu as déposé le bilan, je trouve qu'en France, il y a une image un peu complètement nulle de si ta boîte, elle s'arrête, euh, c'est que t'es un échec. Tu vois, il n'y a pas ce culte de l'apprentissage, du droit à l'erreur, de tout ça. Et alors, t'as beau comprendre que ça fonctionne pas comme ça la vraie vie. Moi, tu vois, j'ai été baigné aussi dans ces normes qu'on m'a inculquées. Et je sais que j'ai une grosse pression, moi, que je le vivrais très mal si ma boîte s'arrêtait. Comment, toi qui es passé par là, comment, comment on le vit ça? Et qu'est-ce que ça change dans ta manière d'appréhender ta boîte aujourd'hui? C'est une excellente question. À l'époque, c'est la dépression. Je tombe 6 pieds sous terre, je suis mal. En plus, bah, je peux plus me loger, j'ai plus les moyens. Je me retrouve au RSA. Oh. Donc je me retrouve à me faire loger chez quelqu'un. Ouais, je tombe en dépression, j'ai des troubles alimentaires. Déjà, j'étais assez sujette à ça qui s'accentue plus. Je perds toute confiance en moi. J'en avais déjà pas énormément et je me dis, ben, je suis nulle et je n'y arriverai jamais et je ferai rien de ma vie. Donc non, non, je tombe vraiment bas et je vais mettre du temps. Je vais mettre vraiment beaucoup de temps et je pense que cette période où je suis juste dans mon camion en train de conduire, où c'est plus léger, je suis la seule fille de l'entreprise, on rigole, c'est un peu, j'ai l'impression de retourner à l'époque du collège et puis je suis toute seule en train d'écouter de la musique et de réfléchir à tout ce que j'ai pu faire. Ça va être une longue phase d'introspection, je pense, qui va beaucoup m'aider. Je sais pas toi, mais quand on conduit, on se met à réfléchir énormément et ça va Ouais. être une phase qui va, je pense, beaucoup m'aider. Juste au moment où il y a eu plusieurs fois dans ma vie comme ça où je me dis, bah écoute, est-ce que ta vie, tu l'aimes bien là? Est-ce que dans 10 ans, tu peux encore être dans cette vie-là? Et si la réponse était non, c'est qu'il fallait que je trouve une solution et que je change. Et je crois que je me la suis posée 2 fois, cette question, quand je suis devenue monitrice et quand bah, je me suis lancée dans le marketing. Et ça a été le moment pour moi de recommencer. Et autant te dire que oui, effectivement, mais le monde entier te dit de ne surtout pas faire ça. Te rappelle ton Ah mais échec oui. tous les jours et te dit que c'est bon, t'as déjà planté une boîte, reste salarié. On s'en fiche de pas aimer son travail. C'est normal finalement de ne pas aimer son travail. Personne n'aime son travail. Et que je devrais arrêter de me compliquer la vie à prendre des risques parce que je ne suis pas faite pour ça. J'ai échoué. Mais ouais, complètement. Donc ça va être très C'est compliqué et quand je me lance, t'as un peu ce fantôme de l'auto-école qui est là et qui parfois encore aujourd'hui peut pointer le bout de son nez de me dire et si demain tout s'arrête? Parce qu'on parle souvent des entreprises qui ont du mal à démarrer, mais ça n'a pas été mon cas. Finalement, faire de c'est l'argent vrai. quand t'as les codes, ça va. Et je peux, je l'ai vu avec plein de clientes, voilà, quand t'apprends les bons codes, aller faire de l'argent, je sais que c'est difficile à entendre quand tu es en pleine galère, mais c'est pas le plus difficile. Mais te dire ta boîte, faut qu'elle soit encore là dans 10 ans, dans 20 ans. Faut que ta boîte, elle te serve. Faut que tu sois tellement ancré dans ton entreprise et qu'elle soit enracinée avec des fondations solides que ta boîte, même quand le marché va aller mal, ça va aller. Tu vas tenir dans le temps. Et pour moi, c'est ça que ça m'a appris. De me dire aujourd'hui, bah, je ne vise pas les croissances, les hyper croissances qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et de me dire je veux vite aller faire 1 million, 2 millions, je sais pas quoi. Ça a été, bah, on va aller s'enraciner. Parce que même quand le marché va aller mal, il faut que ma boîte, elle fonctionne. Et j'ai du coup un gros besoin de sécurité. Il me faut de la prédictibilité. Il faut que je me dise chaque mois que
tout est mis en place dans mon entreprise pour qu'elle me rapporte de l'argent et pas que je sois en panique à chaque fois de me dire est-ce que je vais survivre, est-ce que je vais avoir le nombre de clients nécessaires pour pouvoir respirer. Et à chaque fois que tu fais une réponse, ça me donne 10 autres idées de sujets sur lesquels aller, c'est un enfer. Parce que là, tout ce que tu viens de dire, tu vois, de s'enraciner, de pas chercher l'hypercroissance, tout ça, c'est des sujets que je suis en plein dedans. Moi, pareil, j'ai commencé sur le web pendant le Covid, donc 2020, ça fait 5, 6 ans. Euh, et je suis dans la phase où, ça y est, j'ai démarré, j'ai fait de l'argent. Enfin, la preuve du concept, elle est là, c'est maintenant comment je tiens sur la durée, comment tu fais gaffe, comment tu te protèges des futurs bouleversements du marché, que ce soit de l'IA, que ce soit bah, là, les guerres qu'il y a partout, les trucs, et que ça bouleverse le pouvoir d'achat des gens, et comment tu... Je suis pile là-dedans, donc... enfin bref, revenons-en à à toi, j'allais dire à nos moutons. Euh, Merci. donc tu découvres le copywriting. Euh, c'est quand même très large et aujourd'hui tu es spécialisé, tu vois, tu pourrais avoir l'ombre, enfin, l'ombrelle copywriting. Dedans, tu as de l'emailing, tu as de la page de vente, tu as plein de trucs. Toi, tu es spécialisé lancement pour formatrice. Comment tu t'es respécialisé là-dedans après? Tu vois comment t'as... Est-ce que c'est que tu as testé d'autres trucs et tu t'es dit c'est ça que je kiffe? Ou alors c'est un marché où il y a une place à prendre? Ou comment t'es arrivé là? En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est que c'était pas prévu. Moi, je voulais potentiellement faire une formation en copywriting. De base, je suis formatrice, hein, j'ai adoré la pédagogie, l'enseignement quand j'étais monitrice auto-école et très rapidement prestataire de service, c'est cool, mais j'avais envie de transmettre, j'avais envie d'aider. Et en fait, le copywriting m'a passionnée et je me suis dit, bah, à terme, je ferai une formation sur ce sujet-là. Et moi, j'accompagnais que des formateurs déjà dans le copywriting parce que je suis passionnée de formation, j'adore me former et que c'est le truc qui m'obsédait le plus. J'avais étudié tous les tunnels, je m'inscrivais aux formations, aux petits produits upsell, downsell pour voir la structure des tunnels, comment c'était fait chez les Américains, chez tout ça. Et en fait, à ce moment-là, les copywriters sont beaucoup sur LinkedIn et j'aime pas du tout LinkedIn. Donc je choisis Instagram et je vais commencer à communiquer en rendant ça plus simple, en utilisant voilà des mots que mon audience peut comprendre. Et je vais avoir un maximum d'appels de femmes qui ont une merveilleuse expertise, mais elles sont prêtes à mettre 2 000 € dans une page de vente, mais c'est la dernière chose dont elles ont besoin. Je me rends compte que derrière, leur offre, elle n'est pas structurée, elle tient pas la route, qu'elles parlent à personne, qu'elles n'ont pas de communauté, et que je pourrais leur faire la plus belle page de vente, que personne ne la verrait. Donc, 0 plus 0, ça fait toujours 0. Et j'enchaîne ces appels avec cette frustration à chaque fois de me dire que ces femmes sont vraiment des personnes qui sont de belles personnes, qui ont vraiment envie d'aider, qui ont cette expertise, et elles ont besoin d'autre chose. Et c'est en enchaînant ces appels que je me dis, mais en fait, je vais les accompagner dans leur lancement. Et je vais fonctionner sous format bêta-test en créant une première offre d'accompagnement individuel que je vais co-créer avec mes 5 premières clientes que j'aurais eu grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram. Alors à ce moment-là, j'ai à peu près 500 abonnés sur Instagram. Je dois avoir, je sais pas, une petite centaine sur ma liste email. Et je lance mon accompagnement individuel sous un format bêta-test. Il n'y a rien qui est prêt à part la structure et je connais très bien ma cliente cible parce que j'ai fait beaucoup d'appels avec elle. Et je vais co-créer cette offre qui deviendra par la suite un coaching de groupe, puis une formation hybride, d'abord sur 3 mois parce que je les aidais à faire leur premier lancement. Et moi, j'ai ce truc de d'indépendance et de je veux qu'une boîte, elle dure longtemps. Et je me suis rendu compte que mes clientes, au bout de 3 mois, elles faisaient un lancement. J'étais là, je drivais, je disais où presque quoi faire, où appuyer. Sauf que derrière, en fait, dès que j'étais plus là, bah, ça se cassait la figure parce qu'elles n'avaient pas eu le temps d'acquérir les compétences profondes qu'ont les entrepreneurs, ce super pouvoir qu'on a d'aller observer le marché, l'analyser, ajuster nos stratégies pour pouvoir être indépendant dans ce qu'on fait, dans les actions qu'on décide de mettre en place pour nos business. Alors j'ai transformé il y a 2 ans maintenant mon accompagnement en 12 mois pour qu'on puisse aller structurer un business et acquérir cette indépendance, cette autonomie, ce rôle d'entrepreneur en fait qui sait prendre des décisions. Ok, d'accord. Et alors, juste pour que je sois sûr que je comprenne bien, toi, tu accompagnes sur... J'ai compris que tu accompagnes pour le lancement, la partie vraiment Mhm. vente.
Euh, Tu accompagnes aussi sur la partie création de l'offre et du programme ou pas? Ou, enfin, est-ce Alors, que les gens, ils viennent aujourd'hui, tu vois, dans la version actuelle? Moi, je viens, je te dis, Maëva, j'ai un super programme qui aide vraiment les gens sur YouTube ou peu importe. J'arrive pas à le vendre, aide-moi. Ou c'est, j'ai une audience sur YouTube, aide-moi à la monétiser. Tu vois, c'est comment? il faut venir avec une expertise. Si t'as pas d'expertise et si t'as pas un projet viable, je vais pas pouvoir t'aider. Par contre, j'ai deux cas. J'ai la personne qui a déjà créé son programme et qui arrive pas à la vendre. Et j'ai le premier cas, la personne qui sait ce qu'elle veut vendre. Elle sait l'offre qu'elle veut créer. Elle l'a potentiellement pas encore créée, mais je suis pas là pour trouver l'idée pour elle. Donc, il Ok. faut qu'il y ait l'offre. Après, je vais l'accompagner dans la création de l'offre marketingment parlant, de la structurer avec les bons mots, les bons composants, mettre en avant la valeur perçue pour que le programme soit vraiment, que l'offre soit irrésistible. Il y a un bonus dans ma formation pour apprendre à créer techniquement sa formation. Tu sais, tourner Oui. tes vidéos, structurer ta formation. Mais ce qui vend surtout, c'est la partie marketing, d'avoir une offre qui soit irrésistible, qui réponde à un problème douloureux, urgent, réel de son client cible, un problème que voit son client cible, avec les mots que son client cible utilise. Sinon, forcément, il y a une déconnexion et ça ne vend pas. Développement d'acquisition, mise en place du lancement, et puis après, apprendre à analyser, optimiser, relancer, ajouter certaines stratégies, des stratégies qui te correspondent. Je suis absolument contre le copier-coller de stratégies. Je pense que ça ne fonctionne pas et qu'il faut trouver quelque chose qui nous correspond. Ok. Je me base Bah, beaucoup sur la ouais. psychologie humaine, en fait. Qu'est-ce qui fait vendre? C'est pas le fait de faire une masterclass, un challenge ou d'utiliser Instagram. Ce qui fait vendre, c'est les principes psychologiques qu'on utilise dans ces différentes stratégies. Oui, et finalement, ces principes-là, tu peux les, peu importe le format, ce qui compte, Exactement. c'est qu'ils y soient. Ok. Et alors aujourd'hui, t'as accompagné beaucoup de clientes. Tu te parles toujours au féminin, c'est parce que tu accompagnes uniquement des femmes, j'ai cru comprendre. Exactement. Euh, Est-ce que tu as vu une évolution un peu dans le milieu de la formation, que ce soit dans ce que les gens... Parce que tes clientes te font aussi des retours, je suppose, sur ça a marché, ça a pas marché. Donc est-ce que tu vois une évolution dans... ben, en fait, les gens maintenant, ils achètent plus des formations qui ont ce type d'accompagnement, de trucs, ou alors ça peut être aussi tes clientes vendent plus tel type de formation qu'un autre, tu vois. Je ne sais pas trop dans quel sens ça va, mais est-ce que tu vois une évolution un peu du marché? Alors honnêtement, sur le format des programmes, ça dépend beaucoup des thématiques. L'être humain l'emporte, donc j'ai envie de dire que les programmes où il y a du contact, où il y a un véritable humain derrière, fonctionnent un peu mieux selon moi que les full automatiques. Et encore, ça dépend beaucoup de ta stratégie, parce que si finalement dans ta communication, bah, tu as créé la proximité, tu as créé la confiance. En fait, je trouve que l'évolution que j'ai vue ces dernières années est surtout autour de la confiance. Je vois beaucoup de gens qui vont dire, ouais, le marché, il est mort, ça fonctionne plus. Non, non. C'est qu'on compare à 2020 où, au Covid, la formation est en plein boom, c'est assez nouveau, les gens veulent changer de vie, veulent se former, et il va y avoir des gens qui vont surfer sur la vague et qui vont très très bien savoir vendre, mais qui ne sont pas des formateurs et qui vont très mal délivrer. Donc on a eu beaucoup de gens qui ont été déçus. À chaque challenge, quand j'en fais un, je demande à l'audience qui s'est déjà fait avoir en achetant un programme et finalement s'est senti arnaqué, déçu, mais c'est pratiquement 100% des gens qui lèvent la main et qui disent ouais, moi ça m'est arrivé aussi. Et en fait aujourd'hui, c'est pas tellement le format qui compte, c'est la confiance en fait. C'est que les gens, s'ils achètent moins, c'est qu'ils ont moins confiance. Donc c'est notre capacité, nous, à montrer qu'on est capable de les aider, de pas prendre pour acquis chaque client, en fait, de se dire je vais d'abord te prouver grâce à mon contenu gratuit, grâce à ma stratégie, que je suis la bonne personne pour t'accompagner. Je vais partager bah, ma preuve sociale, l'expérience que j'ai, tout ce que j'ai pu apporter pour te prouver que je suis la bonne personne. Et c'est normal que je te prouve, en fait, c'est pas normal que tu achètes chez moi. Et c'est l'évolution que j'ai vue principale du challenge, pas du challenge, mais du marché, c'est cette confiance qui a vachement baissé et qu'aujourd'hui, bah, c'est moins facile de vendre parce que on doit plus prouver qu'on est les bonnes personnes avec des garanties, des choses comme ça. Après, honnêtement, moi, mes clientes, elles vendent sous plein de formats différents. Elles vendent leurs programmes full accompagnement individuel ou en groupe ou des petits produits. Elles vendent avec différentes stratégies, que ce soit avec de la pub, des masterclass, des challenges, Instagram, LinkedIn. Et honnêtement,
tout fonctionne du moment où toi, tu es aligné avec ce que tu fais et que ta stratégie, elle est cohérente avec qui tu es. Du moment où tu fais des choses, et je l'ai testé pour moi, hein, on m'a dit, tu vois, moi, je donne mon prix directement. Le jour 1 de mon challenge, j'annonce le tarif. Et bah, j'ai un coach un jour qui m'a dit, fais surtout pas ça, tu vendras plus. Je suis coachable, j'ai testé. Mais en fait, je me sentais tellement pas transparente qu'il y a dû un truc qui a dû ressurgir, tu vois, de moi, je ne sais pas. Mais j'ai vachement moins vendu. J'ai attiré des personnes qui n'étaient pas du tout dans ma cible et j'ai vachement moins vendu. Donc je pense que pas oublier de donner confiance à son audience, c'est pas normal qu'on achète chez toi, prouve que tu es la bonne personne et puis trouver des stratégies qui te correspondent et pas des copier-coller où tu te forces à faire des trucs avec lesquels tu n'es pas du tout à l'aise. Ok, trop bien. Bah, j'ai envie qu'on prenne un peu le processus de la partie création, vente, dans un ordre chronologique de ce qu'une personne va faire. Donc si on commence un peu par la partie création, tu vois, tu disais qu'il fallait une offre qui, qui plaise à l'audience, enfin qui donne envie d'acheter. Tu parlais de l'acronyme DUR, douloureux, urgent, reconnu. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que ce DUR? Il faut répondre à un problème. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et ton client, il va pas acheter quelque chose s'il n'en a pas vraiment l'intérêt, si ça ne résout pas quelque chose qui est important pour lui à ce moment-là. Donc, en fait, c'est d'arrêter de vouloir créer l'offre que nous, on veut, et c'est de créer l'offre que ton public cible veut. Donc, un lancement, pour un premier lancement, je recommande au moins 3 mois de préparation. Le premier mois, on est sur le fait de créer l'offre. Créer l'offre à partir d'une étude de client cible. Il faut que tu ailles définir à qui tu veux t'adresser et que tu ailles comprendre quel est le problème qu'il a. Et en fait, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention, c'est qu'il va y avoir ce qu'il veut et ce dont il a besoin, qui sont souvent quand même deux choses différentes. Nous, en tant qu'experts dans notre thématique, on sait ce dont il a besoin parce qu'on est à un stade de conscience un peu plus loin que lui. Donc en fait, on a déjà la vision. Lui ne l'a pas du tout. Et le premier problème qu'on voit dans la vente, vraiment la plupart du temps quand les gens échouent, c'est qu'il y a un désalignement entre ce que tu proposes et ce que veut ton client. Parce que toi, tu lui parles déjà de ce dont il a besoin, alors que lui, il n'a même pas conscience de ce qu'il veut. Je vais prendre un exemple, les programmes pour t'aider à être plus alignée, plus heureuse, plus confiante, plus ceci, plus cela. C'est hyper large et hyper superficiel. Quand on creuse un peu, par exemple, on va prendre la thématique de la confiance en soi, qui est super large. Quand on creuse un peu, il y a un endroit où c'est plus douloureux. Mon manque de confiance m'handicape dans ma carrière professionnelle et m'empêche d'être l'entrepreneur que je veux être et de gagner de l'argent parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi. Mais le problème n'est pas la confiance en moi, c'est le problème que je vois, c'est que mon business ne fonctionne pas bien. Autre positionnement, je me fais marcher dessus par toute ma famille qui cesse de me critiquer et de me dire ceci, cela, nanana, nanana, et je laisse faire et du coup, je n'arrive pas à m'épanouir, je n'arrive pas à être heureux, je n'arrive pas à prendre ma place. Bah, la douleur de la confiance en soi, elle n'est pas là. Elle est sur un instant précis de sa vie qui vient que le matin, elle se dit ah, vraiment, j'ai mal, j'en ai marre de cette situation, ça me fatigue, j'en peux plus, il faut que je trouve une solution. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Donc, plus déjà tu vas travailler ce point-là, d'avoir une offre qui répond à ce que veut ta cliente, ça ne veut pas dire que tu vas avoir un énorme décalage et que tu vas faire une fausse promesse, mais ça veut dire que tu vas quand même lui parler avec des mots qu'elle comprend, parce qu'elle va pas s'intéresser à quelque chose si ça ne répond pas à ce que elle dit vouloir. Donc cette étude est méga importante et il faut pas hésiter à toujours creuser pour voir en fait le problème que toi tu as vu, à quel point important de la vie d'un être humain ça se raccorde. Par exemple, j'apprends aux gens à apprendre l'anglais. On se dit, apprendre une langue, c'est pas douloureux, ça résout pas un problème douloureux urgent réel. Ben, ça dépend. Moi, j'habite à l'étranger et quand je vais chez le dentiste et que mon dentiste il me parle pas français, je peux te garantir que ça devient douloureux de ne pas comprendre ce qu'il est en train de te dire. Quand tu vis dans le pays, ça va être un positionnement. C'est douloureux de ne pas parler anglais. Je peux prendre un autre exemple. Imaginons que tu donnes des cours de dessin. Bah, qu'est-ce qui a amené tes clients à vouloir apprendre à dessiner? Parce que finalement, on peut le relier à justement la confiance en soi, l'envie en fait d'aboutir un projet, de créer quelque chose. On va avoir
toute façon, les grandes thématiques importantes pour l'être humain, c'est sa santé physique, mentale, ça va être l'argent, le couple, la famille, et tu vas pouvoir en fait relier des choses là. Moi, je me suis mis au coloriage parce que j'avais tellement mal aux yeux à force d'être sur les écrans tout le temps qu'il me fallait une occupation en dehors des écrans. Donc en fait, on arrive en creusant un peu, en allant vraiment comprendre pourquoi ta cliente cible, elle veut ça. Qu'est-ce que ça vient cacher dans son histoire? Quel est le truc? Vraiment, en allant creuser, tu comprends mieux l'émotionnel et du coup, tu as beaucoup plus d'ajustements dans ta communication. À partir de là, tu crées ton offre. Quand je dis créer ton offre, ne perdez pas votre temps à tourner toutes vos vidéos pendant des mois pour les intégrer sur une plateforme, faire un truc avec des belles couleurs, on s'en fout en fait. Votre prospect, il veut juste un résultat. Si vous êtes capable de lui délivrer en live pour commencer et de co-créer avec lui chaque partie, bah faites-le, vous irez beaucoup plus vite et vous irez valider votre projet. Parce que la seule validation, c'est pas vos potes qui vous disent que c'est une bonne idée, c'est le client qui achète. Et seulement qui achète, hein. Faut pas lui donner gratuitement pour tester le programme parce qu'il le suivra pas. Faut qu'il l'achète. Et à partir de là, alors tu as déjà la structure, tu sais. C'est marrant parce que je l'ai fait récemment pour une offre. J'ai fait une story et j'avais juste créé le plan. Je savais que mois 1, on allait voir ça, mois 2, on allait voir ça, mois 3, on allait voir ça. Et après, tu vends un truc qui n'est pas, oui, matériel parce que tu l'as pas créé ta plateforme, mais tu t'engages à le délivrer. Donc finalement, le résultat est là et c'est le plus important. Donc pour moi, la première partie, le premier mois, on est vraiment sur cette partie-là. Et le fait d'avoir un positionnement aussi qui soit unique et différenciant sur le marché pour se différencier de ses concurrents. J'aurais pu être coach business. Je suis experte en lancement de formation en ligne. Il y en a très peu. Finalement, dans le fond, je suis coach business. Mais c'est mon Hmm. positionnement. Ouais, ok. Et alors, t'en as probablement aussi des clientes qui te disent, je me sens pas prête, tu vois, ou qui sont pas du tout à l'aise avec le rôle d'expert que certains pensent qu'il faut avoir quand tu vends de la formation. Comment tu arrives à décoincer un peu ces situations-là? Moi, ma cliente, elle me ressemble, hein, elle me ressemble et elle n'a pas forcément confiance en elle au début. Elle doute beaucoup de sa légitimité. Est-ce qu'elle est assez? Est-ce qu'elle va bien aider? Est-ce qu'elle va... Le syndrome de l'imposteur et tout ça. Hmm. Déjà, je trouve que c'est une bonne chose. Il y a deux types de formateurs aujourd'hui sur le marché, hein. Tu as quand même ceux qui savent très très bien vendre et qui délivrent de la merde. Et tu as ceux qui savent très très bien délivrer, mais qui sont pas forcément à l'aise avec les codes du marketing et qui ont plus de mal à vendre. C'est quand même quelque chose qu'on voit. Et Pas de commentaires, tu vas me je mettre me dans la suis fait merde. avoir plusieurs fois, je peux vous garantir que ces gens-là n'ont aucun syndrome de l'imposteur. Donc déjà, moi, le syndrome de l'imposteur, je trouve qu'il est plutôt cool parce qu'il montre que la personne, elle est capable de se remettre en question. Donc il n'est pas mauvais, il va te permettre d'écouter les personnes que tu accompagnes, d'ajuster ton programme pour bien les servir. Maintenant, il ne faut pas qu'il te paralyse. Donc, juste fais, bouge, avance. Si du moment où t'en sais plus que ta cible, et souvent la question que je pose, c'est est-ce que quand tes amis, ta famille ou des gens que tu rencontres te posent des questions sur ta thématique, te demandent de l'aide, est-ce que tu leur dis non, je peux pas répondre à ta question parce que j'ai le syndrome de l'imposteur et que j'ose pas? Bah non, tu aides. Parce que le problème, c'est pas d'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est de facturer pour ça. C'est de vendre. Donc, il y a un vrai travail à faire sur la vente, le rapport à l'argent, de se rendre compte que vendre, c'est finalement aider. Parce que si toi, tu ne gagnes pas d'argent, tu retournes au salariat et finalement, tu aides personne à part ton patron. Et tes compétences que tu avais acquises, tu les gardes pour toi et ces gens-là vont aller se former peut-être chez de mauvaises personnes qui vendront beaucoup mieux que toi mais qui ne sauront pas délivrer. Donc, je les pousse un peu en dire, si t'es pas quelqu'un d'égoïste, c'est un peu ta responsabilité de te botter les fesses et d'aller améliorer tes capacités à vendre pour pouvoir aller vraiment aider tes clientes. Et pour ça, tu vas leur demander de l'argent parce que c'est normal, parce que tu as besoin d'argent pour payer tes courses, ton gasoil actuellement Ouais, et ta vie, quoi. ouais, complètement. Et je pense que tu dois le voir, mais moi je vois beaucoup de gens qui sont très créatifs et du coup la partie création du contenu et donner de la valeur gratuitement et tout, ils font un boulot extraordinaire. Quand il s'agit de l'aspect commercial, là, une fois que tu as acheté la formation est hyper qualitative aussi, vu qu'on est de nouveau sur de la création, mais tout le tunnel de vente, euh, il est un peu pourri quand même. Et, et tu Et sens qu'ils sont pas complètement. à l'aise. Et comme il n'y a pas de...
Ça marche beaucoup au ressenti, tu vois la vente quand même. Est-ce que tu me mets en confiance? Si tu me mets pas en confiance parce que toi t'es pas à l'aise avec ton truc, bah je suis moins à l'aise à te donner mon argent parce que j'ai moins confiance dans ce que tu vas me donner. Même si tout ton contenu gratuit, j'ai vu qu'il était bon, que je suis convaincu que ce que tu vas me donner après payant, ce sera bon. Je sais pas, je serais pas en confiance. C'est vraiment dur quand t'es trop créatif d'avoir la double casquette création commerciale, quoi. Complètement, complètement. Mais par contre, ça se travaille, et tu peux améliorer ça en te forçant au début à faire des choses avec lesquelles tu es plutôt moins à l'aise. Mais j'ai envie de te dire que c'est ça l'entrepreneuriat. Tu t'es lancé dans un truc, tu veux vivre de ton business, il faut un peu se forcer à faire des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Moi, je suis quelqu'un qui ne savait pas vendre, qui détestait vendre, et aujourd'hui, je vends avec plaisir. Et je le fais parce que tout est aligné, je crois beaucoup. En fait, je suis pas là en train de dire acheter mon programme. Je suis plutôt là en mode, mais mon programme, il est tellement incroyable que c'est une opportunité, que ce serait dommage que tu en bénéficies pas parce que je sais qu'il peut t'aider. Donc en fait, mon énergie a changé parce que je suis pas là en train de réclamer de l'argent. Je suis là en train de te dire, mais j'ai un truc qui va vraiment t'aider parce que ton idée, elle est bonne. Et c'est dommage aujourd'hui parce que je sais ce que tu es en train de vivre parce que je l'ai vécu, parce que je suis passée par là. Donc il y a un vrai travail à faire sur soi qui, pour moi, ne se fait pas seul. Il faut se faire former, il faut se faire accompagner. Apprendre à vendre, c'est pas inné en fait de savoir vendre. Il faut apprendre, il faut développer ses compétences. Il y a souvent une très grosse part de mindset qu'il faut surtout pas négliger parce que tu peux apprendre les meilleures stratégies du monde. Si là-haut ça suit pas, tu vas t'auto-saboter et ça va coincer à un moment donné. C'est pour ça que dans mon programme, déjà c'est de l'accompagnement parce que je pense qu'on doit avoir des gens qui regardent par-dessus notre épaule et qui nous disent si nos tunnels sont bons, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment les améliorer, qu'est-ce qui ne va pas. Et on doit avoir des gens spécialisés en mindset qui viennent nous poser les bonnes questions pour comprendre en fait pourquoi ça bloque. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, on n'avancera pas. Complètement. Et ça suppose aussi d'être complètement à l'aise avec son prix de vente. euh, et de... Je trouve c'est très dur de donner un prix juste pour la formation, enfin en tant que formateur, parce que tu as la partie, si c'est que du coaching one-one, c'est un peu plus facile éventuellement, tu dis, bah moi je sais que mon temps, en vrai j'ai tant de charges, enfin, il y a tant d'heures, c'est un peu plus facile à estimer. Pour un truc complètement intangible, il y a toujours une part d'e-learning à faire en autonomie, c'est très dur de donner un prix là-dessus, tu vois. Euh, et de donner un prix où après t'es aussi un chef d'entreprise, donc ton but c'est aussi de gagner de l'argent. Tu vois, c'est bien de vouloir donner ton savoir à tout le monde et d'aider les gens. Il faut quand même que tu t'enrichisses aussi, ça, c'est le but de l'entreprise. Clairement. Encore une fois, il faut payer ton loyer. Comment tu arrives à trouver un prix où tout le monde est content? Tu vois, le client, il te dit, bon, toi, ton but en chef d'entreprise, c'est aussi de lui prendre le maximum d'argent. C'est pas de lui... Enfin, tu vois, il y a cette logique aussi où tu joues un peu, pas contre ton client, mais ton but, c'est aussi qu'il t'en donne le plus possible. Et en même temps, tu es là pour l'aider aussi. Mais tu l'aides en lui vidant son porte-monnaie. Comment tu te positionnes là-dessus? La définition du prix, elle est basée sur plusieurs axes. Pourquoi souvent vous avez plus de facilité à vendre, enfin à définir un prix sur de l'individuel parce que vous êtes encore sur un format de pensée de salariat de je vends mon temps, donc je calcule mon taux horaire et je définis un tarif. Quand on vend un programme d'accompagnement, on ne vend plus complètement son temps, voire plus du tout en fonction des programmes. Et il va y avoir plusieurs choses. Déjà, c'est quoi le résultat que j'apporte? La transformation. Parce que ce que les gens achètent, c'est pas ton programme en X modules sur X heures avec X exercices. C'est le résultat final, c'est la transformation. Donc, il y a un vrai travail à faire de qu'est-ce que j'apporte comme transformation, qu'est-ce que mon marché permet. Sur le marché, vous allez avoir différents types de prix. Comment je me place? Est-ce que j'ai un tarif plutôt premium? Est-ce que je m'aligne au marché? Est-ce que j'ai un tarif plutôt bas? Sachant que il y a des avantages et des inconvénients pour tout, hein. Quand vous manquez de confiance en vous et que vous faites pas cher, potentiellement les gens vous disent non, je peux pas, j'ai pas l'argent d'acheter chez toi, et ils achètent un autre programme 10 fois plus cher à côté, juste parce que c'est pas un problème de prix, c'est un problème de valeur perçue. Et c'est là-dessus qu'on va travailler principalement. C'est que le prix, finalement, on s'en fiche. La personne qui va acheter chez toi, elle va pas regarder le prix, elle va regarder la valeur qu'elle estime pour ce prix. Est-ce que ça lui semble cher ou est-ce que ça ne lui semble pas cher? Et ça, c'est très personnel en fonction de est-ce que ça répond exactement à ce que je veux?
Est-ce que ça vient casser toutes mes objections et mes peurs? Est-ce que ça me montre le résultat et la transformation que je veux? Et en combien de temps j'obtiens ce résultat-là? Et Mm. c'est toutes ces choses-là où tu vas pouvoir fixer le bon prix. Après, moi, ma cliente, comme j'ai dit, elle manque souvent de confiance en elle et souvent, elle se sous-vend. Elle vend pas assez cher. Et c'est un truc que j'essaye de faire attention sans trop pousser. Parce que mieux vaut augmenter ton prix petit à petit, en même temps que tu gagnes confiance en toi, que tu gagnes en résultats clients, en preuve sociale, qui t'apportent de la confiance. Quand tu vois tes clientes, moi, quand mes clientes, elles m'appellent et qu'elles me disent, bah, Maëva, j'ai fait 50 000 euros cette année, j'ai fait 100 000 euros en un lancement, bah, je suis beaucoup plus fière pour leurs résultats que pour les miens. Et forcément, ça montre que la méthode, elle fonctionne. Donc, à partir de là, mon prix, il a augmenté petit à petit par rapport à la preuve sociale. Donc, il y a un travail global à faire de la valeur perçue à travailler, l'augmenter au maximum pour que ton programme devienne une opportunité, connaître les capacités de paiement de ta cliente cible ou de ton client cible, connaître le prix de tes concurrents et qu'est-ce qu'ils font pour ce prix-là, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que toi, tu vas faire pour te différencier. Et c'est un peu un calcul de tout ça qui va te permettre d'aller sur le bon prix. Et puis après, c'est du test. C'est du test. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu as un alignement parfait entre ton client et ton prix et que ça se vend plus facilement. Et quand tu fais du e-learning, parfois, faut savoir lâcher cette émotion de c'est mon bébé, j'avais estimé que la valeur était ce prix-là, et finalement, je me rends compte que si je le vends un peu moins cher, je le vends beaucoup plus. À la fin, finalement, tu feras beaucoup plus d'argent parce que tu auras vendu beaucoup plus. Donc, il y a aussi du test and learn. Je vends, je teste, j'ajuste mes stratégies, j'ajuste mes prix jusqu'à trouver ce qui fonctionne. Complètement. J'avais vu, moi, le côté, l'élasticité du prix et que ça change complètement la valeur perçue. J'avais fait sur mon premier site, moi, je vendais une formation, elle était à 49 euros, je crois. C'était un tout petit produit en e-learning, complètement en autonomie. Et à un moment, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pas assez cher. Au lieu de le mettre à 49 euros, je le mets à 3 fois 49 euros. Et ça s'est vendu beaucoup mieux. Et j'ai rien changé sur la page de vente, j'ai juste changé le prix. Fois 3, tu vois, il est passé en gros de 50 à 150. Et ça s'est vendu beaucoup mieux. J'ai dit, putain, j'aurais dû faire ça plus tôt. Non, et puis ça dépend aussi du positionnement de chaque produit, parce qu'on parle de notre positionnement, mais après, dans ta stratégie, tu as plusieurs produits. Donc moi, j'ai un produit high ticket, j'ai deux produits high ticket qui sont des accompagnements avec de l'humain. Et j'ai sorti un outil. euh, Quand tu achètes l'outil, tu as une offre à 17 euros au début, à la place de 37. La valeur dedans est dingue. Vraiment, c'est incroyable ce qu'il y a dedans. Mais en fait, ma vocation n'est pas de faire de l'argent avec cet outil. C'est de montrer un premier pas dans mon business et de montrer que si tu achètes ça, moi, je te donne beaucoup plus et que proportionnellement, même mes programmes plus chers, quand tu achètes un prix, tu auras beaucoup plus avec moi parce que je donne beaucoup. Donc, tu as ce petit produit qui est un produit d'appel qui permet de rentrer plus facilement, qui a plus pour vocation de convaincre plus facilement, de payer un peu tes publicités avec parce qu'il arrive dans un tunnel après la pub et de pouvoir augmenter un petit peu ta rentabilité. Tu peux derrière mettre d'autres produits, donc il y a vraiment plein de stratégies et tes prix vont aussi te servir pour positionner ton produit sur ta bibliothèque de programmes que tu peux avoir. Hmm. J'aime beaucoup ton idée du petit produit d'appel comme ça. Si on revient donc dans notre stratégie, ça y est, on a notre offre, elle répond à un problème réel de notre audience, on a un prix avec lequel on est OK, on passe maintenant au lancement. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est un lancement? Parce que je pense qu'il y en a certains pour qui c'est un peu nébuleux, tu vois. Ce concept de lancement, c'est pas juste tenez ma formation est dispo sur mon site. Tu vois, je te laisse l'expliquer avec tes mots. Le lancement, c'est de créer en fait le momentum, l'événement autour de la sortie de ton programme. Tu vas pouvoir utiliser le lancement quand c'est un nouveau produit, mais aussi quand tu fais des ouvertures-fermetures. Parce que parfois, c'est plus simple de faire rentrer les gens dans ton organisation ponctuellement, par moment. Moi, c'est ce que je fais. Et ce lancement-là va te permettre d'avoir ce momentum où tu vas communiquer beaucoup plus fort. Donc, ça te permet de faire beaucoup plus de bruit, d'attirer ta clientèle parce que ta communication, elle est stratégique, donc qu'elle te voit et qu'elle te comprenne.
lui emmener du coup la confiance par la stratégie que tu auras définie et de lui rajouter l'urgence. L'urgence, c'est hyper important parce que psychologiquement, l'être humain ne passe pas à l'action s'il n'est pas poussé à passer à l'action. Attention cependant, l'urgence, c'est pas mentir. L'urgence, il faut qu'elle soit réelle. Quand tu vends de l'accompagnement comme moi et que tu vends ton temps, eh bah, tu vas forcément être limité. Donc, tu vas avoir un nombre de places limité, c'est de l'urgence. Après, de pouvoir limiter aussi dans le temps, de dire, bah là, le programme est ouvert que cette première semaine du mois, ça permet aussi d'avoir cette urgence grâce au timing. Dans X jours, c'est fini. Et je trouve, en tant que chef d'entreprise, bah, d'avoir le reste du mois ou d'avoir plusieurs mois où tu ne vends pas te permet de te reconcentrer, surtout quand tu es plus à l'aise avec la création, de te dire je fais mon chiffre que 3 fois dans l'année et le reste du temps je suis en train de créer, de m'occuper de mes clients, de faire ce que j'aime, bah ça t'apporte un confort de vie qui est plutôt sympa. Donc le lancement fonctionne parce qu'il est régi par ces points-là de psychologie humaine qui est bah je t'attire avec quelque chose que tu veux et tu me vois et en plus de ça bah je te pousse à passer à l'action et à prendre ta décision parce qu'au bout d'un moment sinon la réflexion elle s'arrête jamais vraiment. Les lancements, c'est pas que pour les formations en ligne et c'est hyper intéressant de voir tout autour de toi comment ça se passe. Un restaurant ouvre en ville, il va faire un lancement, il va créer un événement, il y aura peut-être un nombre de places limitées pour la soirée spéciale qu'il organisera. Les, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est les présidentielles, où là, ils commencent à tous être à fond dans le marketing en ce moment, à aller maintenant même là parfois avec des influenceurs, c'est très intéressant. Les sorties de films aussi, les lancements qu'ils mettent en place, c'est hyper intéressant d'aller voir un peu les stratégies qui sont mises en place. Faire un lancement, c'est faire du bruit et créer le momentum où les gens doivent passer à l'action maintenant. C'est vrai que moi depuis que j'ai appris cette technique des lancements, du coup ça fait quelques années, je regarde surtout les lancements de films et les sorties d'albums avec un autre œil. Tu vois, quand c'est des trucs, quand il y a des budgets de fou, tu vois les grosses stars américaines qui te sortent le nouvel album de l'année, j'adore voir comment c'est fait. Tu te dis putain, en fait, punaise, pardon, ce truc qu'elle te sort là, en fait ça fait 10 mois qu'il est en préparation en secret, il n'y a eu aucune fuite, c'est vraiment un boulot énorme. Ça crée Et il y a beaucoup... l'engouement en fait, et Ouais, c'est ça que tu dois faire avec ta formation, c'est complètement, créer l'engouement. complètement. Il y a beaucoup de... Tu le disais, on peut le faire donc quand c'est le premier lancement ou quand on ouvre par système de cohorte ou enfin, avec des périodes. Je vois aussi beaucoup l'idée, tu le disais un peu plus tôt, qu'il faut faire des préventes ou du moins vendre au début avant d'avoir réellement créé la formation. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, des avantages que ça a ou que ça n'a pas, euh, et enfin, dans quel cas tu le conseilles en fait? Toute première offre. Ton offre, tu dois pas passer des semaines à la créer si elle n'a pas été validée par ton marché. Et la seule façon de valider l'offre, c'est de la vendre. Donc l'idée, c'est de lancer en format bêta-test, c'est le lancement bêta-test, où tu vas pas utiliser des stratégies type organiser un challenge, une masterclass qui vont te prendre du temps. Il faut au préalable que tu aies créé ta communauté parce qu'il faut que tu sois vu et tu vas proposer une offre que tu auras juste structurée, c'est-à-dire tu auras la promesse, tu auras les composants de l'offre, qu'est-ce qu'il y a dedans, tu auras potentiellement les bonus et les garanties pour que ton offre elle soit irrésistible et tu auras ton prix. C'est tout. Pour les plus frileux, tu peux avoir créé ton premier module potentiellement et comme ça, ils auront quelque chose à avoir. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait depuis très très longtemps, même dans d'autres marchés où tu peux dire bah aujourd'hui je vends et le programme est disponible que dans un mois. C'est quelque chose qui est courant, qui souvent nous fait frissonner en disant mais je vais pas oser vendre un truc qui n'existe pas quand même. Mais si en fait, parce que du coup, ça valide ton idée. Attention, bêta-test, ça veut pas dire que tu vends pas cher, ça veut pas dire que tu vends quelque chose qui est vide ou que tu vends du vent, parce que c'est ce que j'entends souvent. Après, tu as la responsabilité de bien délivrer tes clients et de bien les accompagner. L'avantage pour le client d'acheter en bêta-test, c'est que tu es beaucoup plus présente et proche de la personne à ce moment-là, comme tu es en train de co-créer avec lui, d'entendre ses retours et tout ça.
qu'après, dans quelques temps, où ton programme peut-être que tout sera tourné sous format vidéo et qu'on te verra presque plus. Donc c'est un vrai avantage pour lui. Le deuxième avantage, c'est que souvent il saisit l'offre moins chère aussi. Et puis on tombe sur une typologie de cibles qui sont les early adopters. Ils veulent être les premiers, ils veulent être les pionniers de ton offre, ils veulent faire partie du truc. Donc ça fait partie aussi des choses que les gens apprécient. À partir de là, tu as ta structure, tu sais quoi vendre, et bah tu vas aller mettre ton lancement en place. Mais tu fais simple. Pour te dire, le premier lancement que j'ai fait, j'avais fait quoi? J'avais fait des coachings gratuits pour récupérer des témoignages, j'en avais fait 10. J'ai communiqué sur Instagram sur un nombre de places qui était limité. J'avais que 5 places, comme je voulais vraiment co-créer avec 5 personnes. J'ai communiqué sur Instagram en parlant de ce que vivait ma cliente, du résultat que j'allais lui apporter, de comment, par quoi on allait passer, des différentes peurs qu'elle avait. J'ai répondu à ses objections, j'ai appuyé sur l'urgence. Dès que j'avais un appel, parce que je les envoyais vers un appel de candidature, dès que j'avais un appel, je le disais. Déjà 3 appels de réservés, il y aura que 5 places. Et quand je vendais, pareil, plus que 3 places, plus que 2 places, plus que 1 place. Pareil, hein, le but, c'est pas de mentir et de raconter des cracks, c'est de dire ce qui se passe. Moi, j'ai un peu la croyance que si je mens, ça va me retomber dessus et que ça va pas vendre. Donc, le Mauvais but, c'est de karma. dire vraiment ce que tu es en train de vivre. Et toi, en plus, ça te permet de partager aussi ce que tu fais, de créer du contenu et ça rajoute de l'urgence. À partir de là, les gens, j'avais un appel de candidature, je sélectionnais les gens, ils faisaient un virement pour rentrer et je vendais. Donc, tu vois, c'était méga simple, il n'y avait rien de compliqué. Instagram, un appel, un virement. C'est tout. Ok. Oui, même pas finalement de page de vente ou de trucs comme ça, tu faisais que de la vente plus par quoi, c'était Ce des qui est drôle, c'est stories ou qu'en des fait, posts. 6 ans après, j'ai toujours pas de page de vente pour mes programmes. Ah ouais? Je fais C'est des ouf. appels de candidature en fait, donc du coup, c'est moi la page de vente. Donc j'en ai pas spécialement besoin. Au début, format bêta test, je trouve ça cool de faire l'appel parce que ça permet de voir la personne et de continuer à développer sa manière de parler, de comprendre ses problématiques. Alors attention, hein, quand je vous parle de ça, je vous parle pas de programme à 17 euros. Pour un programme à 17 euros, vous le sortez, ça va vous prendre Non. 2 heures de le tourner et vous le lancez. Je parle vraiment des programmes que vous allez lancer à plus de 500 euros. Et je trouve que faire les appels, c'est plutôt cool parce que quand on n'aime pas vendre, bah, ça nous apprend aussi à améliorer notre manière de présenter notre produit. Et tu fais ça, toi, t'avais quelle taille d'audience quand tu as fait ça? La Et première tu fois, j'avais représentes. 500 abonnés. Ok. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une taille minimum à avoir pour comme si on veut choper 5 bêta-tests, tu vois? Parce que 5 bêta-tests, si tu vends un truc un peu high ticket, tu peux te faire un bon mois quand même, tu vois. Et après, l'idée là, c'est pas de devenir riche du jour au lendemain, c'est de mettre les premières pierres d'un truc stable que tu pourras revendre mieux par la suite. Mais pour faire cette première étape, combien il faut à peu près? En fait, ça dépend de la qualité de ton audience. Si tu cherches 5 clientes, moi souvent je recommande entre 5 et 10 clientes pour valider ton projet. Euh, Franchement, si tu as 200 personnes ultra qualifiées, tu vas les vendre. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, ma bêta test, à l'époque, je la vendais, c'était un accompagnement sur 3 mois, je le vendais 1500 euros. Et comme j'avais créé cet engouement, donc j'avais à peu près 500 personnes, mais je devais en avoir 200-300 ultra qualifiés, parce que je l'avais repris un vieux compte. J'ai bien préparé mon pré-lancement, donc ça, c'est toute ta stratégie de communication. J'ai fait mes 5 ventes en 3 jours. Tout était booké en 3 jours parce que j'avais créé l'engouement en fait. Donc c'est pas combien de personnes j'ai besoin. C'est important si tu me dis, bah, pour mon premier lancement, je veux 1000 clients. Ok, bah là, il va falloir du monde. Mais pour C'est des chaud. clients, je dis, t'as 200 personnes, si elles sont ultra qualifiées, c'est suffisant. Ok. Et tu vois, j'avais noté une petite question aussi, c'était de comment on trouve des témoignages quand on débute, mais justement avec cette idée de bêta test, c'est eux qui vont te faire tes premiers nettoyages, tes premiers témoignages. Ceci dit, tu n'as pas de témoignages pour embaucher tes bêta-testeurs. Moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai sélectionné 10 personnes et je leur ai offert un coaching d'1 heure gratuit. J'avais besoin de me prouver que je pouvais vraiment aider. C'est parti d'abord de moi. Et je leur ai dit, bah, en échange, vous me ferez un témoignage vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et en fait, c'était génial. Ces 10 coachings se sont super bien passés. Tout de suite, ils sont repartis avec de la clarté. Ils savaient quoi faire, comment faire, dans quel sens. On avait revu leur stratégie. Et j'avais 10 témoignages qui disaient que ça avait leur apporté de la clarté, qu'ils avaient eu beaucoup de questions au début, que ceci, que cela. Et en fait, bah, ça m'a servi de preuve sociale.
Ok, ben, j'aime bien cette idée parce que tu vois, je suis en train de réfléchir moi à la création d'une offre, donc je vais te prendre ton savoir. Je pense que Est-ce le que... Oui, secret, c'est d'être toujours tourné vers la personne que tu veux aider. Et qu'en offrant ces coachings gratuits, c'est aussi une manière de prolonger l'enquête de client cible parce qu'il faut jamais qu'elle s'arrête. Tu vois, pour moi, c'est un peu le secret de comment faire quand le marché il baisse. Si tu es toujours proche de ta cliente cible, si tu es toujours en train de t'intéresser à ses besoins, à ce qu'elle veut, à ses croyances qui varient. Tu l'as dit, le monde bouge, hein, il y a la guerre, il y a le truc, il y a machin. Les inquiétudes de ta cliente cible cette année sont pas les mêmes que l'année dernière. Plus tu es proche d'elle et ces appels, ce temps que tu mets à parler avec elle, vraiment d'humain à humain, à la comprendre, c'est que du bénéfice pour ton business. oh, génial. Et dans les gens que tu accompagnes, est-ce que tu vois des erreurs un peu que beaucoup font, tu vois, des erreurs classiques? Ça peut être peut-être de ne pas rencontrer sa client cible, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, ça, c'est l'erreur première, en fait. Je suis trop timide, je suis trop réservée, je sais pas où la trouver, j'ose pas trop aller la harceler, j'ose pas trop lui poser de questions. Donc, du coup, bah, j'y vais avec les idées que je crois et finalement, je suis à côté de la plaque parce que je parle pas la même langue. Deuxième erreur, je suis pas à l'aise avec la communication, avec le marketing, avec les réseaux sociaux. Alors, je passe ça en dernier et du coup, au moment où je lance, parce que par contre, mon programme, il est parfait, lui, hein, j'ai mis tout mon temps dessus. Bah, personne ne me Mhm. voit, donc je ne vends pas. Je dis souvent, tu peux faire le meilleur pain du monde. Si t'es en haut d'une montagne, sans route, sans chemin, et que personne sait que t'es là, personne ne le mangera. Donc, il faut être vu vraiment. Et je dirais de vouloir aller trop vite et de brûler les étapes, en fait, de pas mettre en place une véritable stratégie basée sur les niveaux de conscience de ton prospect. Encore une fois, quand tu communiques et que tu vends, faut pas oublier que tu t'adresses à une véritable personne. C'est pas genre des trucs que tu mets et que t'attends de voir si ça fonctionne bien. Non, faut que tu penses que la personne qui te suit, qui réfléchit à potentiellement investir, elle a son propre discours interne, elle a ses propres croyances. Je sais pas si tu connais les niveaux de conscience. Niveau numéro un, j'ai pas conscience que j'ai un problème. Je vous donne un exemple. J'ai découvert que j'étais hypersensible. Bah moi, je pensais que c'était juste un truc normal et que c'était pas un problème. Donc dans ces cas-là, je ne cherche pas de solution si c'est normal pour moi. Ensuite, j'ai conscience que j'ai un problème, j'ai conscience que c'est douloureux, mais je sais pas trop s'il existe des solutions. Peut-être que c'est comme ça, c'est normal, faut s'y faire. Et dans ces cas-là, bah, s'il faut s'y faire, je cherche pas de solution non plus. Donc, ton travail, c'est de me faire prendre conscience qu'il existe des solutions, qu'il est possible de ne plus avoir cette douleur. J'ai conscience de mon problème, j'ai conscience des solutions, mais j'ai pas conscience vraiment de ta solution, de ce que toi tu peux apporter, de ce qui est différent, de comment ça va m'aider. Parce que moi je suis pas comme les autres, tu comprends, j'ai déjà essayé des trucs, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc il faut que toi tu viennes un peu démonter tout ça. Et ensuite va venir l'achat, parce que j'aurai tous mes niveaux de conscience, j'aurai vraiment conscience de mon problème, j'aurai vraiment conscience qu'il existe des solutions et j'aurai vraiment conscience que tu peux m'apporter ça et j'aurai confiance en toi. Et là, ça fera une différence. Et quand tu connais pas ce que pense ton client cible, quand tu connais pas ses objections, ses peurs, ses craintes, et si, et si, et si, les et si qui se racontent dans sa tête, bah ta communication l'impacte pas. Et c'est très fort. Mais oui, j'avais déjà entendu parler de ces niveaux de conscience, mais je pense que tu fais bien de les rappeler. Mais en fait, c'est de pas oublier, parce qu'on parle beaucoup des hacks, des stratégies miracles qui viennent tout droit des États-Unis à copier-coller, c'est qu'avant tout, c'est un humain qu'on essaye de convaincre. Donc, de Hmm. quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il pense être capable aussi de faire ou de ne pas faire. C'est comme les promesses, tu vois. Si toi, tu fais une promesse que tu peux aider ta cliente à perdre 10 kilos en un mois et que elle a pas du tout cette croyance-là et qu'elle se dit elle y arrivera jamais, bah ta promesse, elle fait pas, elle matche pas avec ce qu'elle croit elle. Donc, j'ai l'impression de dire des trucs super bateaux parce que c'est vraiment la base, le client cible. Mais en fait, tout par de là et le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui avaient une grosse communauté, qui vendaient pas, on a on a changé les mots, on a changé le positionnement et ça s'est mis à vendre. Parce que cette décorrélation qu'il y a entre ce que vous pensez et parce que vous avez l'expertise, vous avez déjà toute cette conscience de ce dont la personne en face de vous a besoin. Mais c'est pas son cas. C'est pas son cas, donc elle comprend pas ce que vous êtes en train de lui dire et du coup, elle va pas acheter chez vous. Ok. Euh, Tu parles aussi beaucoup de la posture qu'il faut avoir quand on vend et de
De temps en temps, j'ai écouté certaines de tes interviews que tu avais fait. Tu mets des petites piques, des petites tacles dans certaines techniques marketing. Tu viens de parler de hack marketing, pareil, avec un petit pic. Euh, Comment on construit une stratégie de lancement qui est alignée avec sa personnalité? Parce que tu vois, tu pourrais te dire, moi je suis timide, moi je suis discret, être pendant quelques jours le centre de l'attention de tous les gens, en vrai, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Donc, comment on arrive à trouver sa place là-dedans? Je pense qu'il y a une vraie introspection à faire de comprendre, de connaître ses valeurs. Ses valeurs, c'est quoi tes valeurs, avec quoi tu es à l'aise, et de connaître tes forces. Je connais des gens qui ont tout un business de formation et qui vendent exclusivement par email. On les voit jamais en lancement sur les réseaux sociaux. C'est juste qu'ils vont Hmm. lancer des séquences email parce qu'ils sont forts à l'écrit et que c'est là qu'ils sont à l'aise et qu'ils sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux. On a des personnes qui font des événements incroyables avec plein d'invités parce qu'ils aiment faire le show et c'est avec ce qu'ils sont à l'aise. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est un, déjà bien se connaître et deux, tester. Faut que tu te dises, moi je me prends toujours pour le savant fou dans mon labo qui teste des trucs dans mon business tout le temps pour voir un peu ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et j'ai fait toutes les stratégies possibles qui existent aujourd'hui sur le marché pour te dire, bah ça je suis à l'aise, ça je suis pas à l'aise, j'aime pas faire ça ou j'aime pas raconter ce genre de choses-là. Et inversement, par contre, je suis plutôt à l'aise avec ça. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est quand on arrive à être juste nous-mêmes Hmm. et de pouvoir parler à ton audience comme tu parlerais à une copine. Je- Et donc, ça y est, on a bien préparé notre lancement, on a fait un truc avec lequel on est à l'aise, on est dans le après maintenant, ou le pendant, tu vois. Comment tu gères tes émotions dans le pendant? Là, c'est Paul, Paul en PLS émotionnel quand il fait un lancement qui demande. Parce que tu vois, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois de préparation selon si tu en as déjà fait ou non, enfin selon si tu roules un peu là-dessus. Ça peut être chargé émotionnellement, il y a beaucoup qui se jouent, parce que si tu en fais deux dans l'année, bah, c'est 6 mois de ton chiffre d'affaires quasiment qui se joue là. En vrai, c'est dur à l'intérieur, tu vois, surtout, enfin, pour moi. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Non, pour Mais je beaucoup, pense que pour je suis pas le beaucoup. seul. Voilà. Et après, tu peux avoir un coup de fatigue énorme. Euh, enfin, j'ai de temps en temps un coup de fatigue énorme après. On va ramener ça en jeu. Comment tu gères un peu ça et comment tu... Est-ce que déjà tu préviens tes clientes, attention, tu vas prendre cher, ou tu leur laisses un peu la surprise? Enfin, attention, ça va être dur émotionnellement. Tu vois comment... Qu'est-ce que tu leur dis? Bah, je les prépare à relâcher. Parce qu'en fait, ce n'est qu'un lancement. Et il y en aura plein d'autres des lancements. Hmm. Et que lancer, c'est simplement vérifier si ce que tu as mis avant est OK ou pas. Et que si tu ne lances pas, si tu attends à chaque fois d'avoir assez d'abonnés, d'avoir assez de ceci, assez de cela, tu ne sais pas si les gens que tu as sont qualifiés tant tu ne leur as pas proposé quelque chose à acheter. Donc c'est qu'un lancement, c'est je viens vérifier si ma stratégie est bonne et si j'ai attiré des bonnes personnes. Et si à la fin je fais 0 €, ça m'apporte une réponse que je vais analyser et que je vais ajuster. Et tu sais quoi? Ben, je vais pouvoir relancer derrière. Parce que Hmm. qu'est-ce qui se passe quand on fait 0 €? Il y a soit les gens ne nous ont pas compris, donc on va pouvoir leur demander pourquoi t'as pas acheté, bah parce que ça me parlait pas. Donc on va pouvoir savoir si ton audience n'est pas qualifiée parce que bah, ta communication elle est à côté et que t'as pas du tout attiré la bonne cible. Ton audience n'a pas du tout conscience de son problème et de ce que tu lui apportes, donc ça va être ta communication, les mots que tu utilises qui sont pas bonnes, ça va être ton positionnement à revoir. Numéro 2, on va très rapidement le voir, personne ne t'a vu parce que tu as lancé mais que tu as parlé juste 3 fois pendant la semaine de ton programme en chuchotant, que tu as à peu près 10 pélos qui se sont perdus sur ta page de vente et que forcément elle n'a pas été assez vue, bah on peut relancer en fait, améliorer l'acquisition, améliorer la communication et relancer tout de suite. Quand tu comprends qu'un lancement c'est qu'un lancement et que tu joues pas ta vie,
que dans ton business tout entier, tu vas avoir des lancements qui vont très très bien se passer et des lancements qui vont moins bien se passer. Mais ce qui compte, c'est que ton année globale se passe bien et que si tu perds tes moyens à chaque lancement, tu ne seras pas en capacité de juste, ok, c'est factuel, je lance, je vois ce qui se passe, je récupère les données, j'améliore, j'optimise et je relance jusqu'à trouver le système qui fonctionne bien. Et même le système qui fonctionne bien, parfois, il aura des hauts et des bas. Donc il y a un truc Mm. à travailler, ce côté émotionnel de lâcher. T'es pas en train de jouer ta vie. À la fin de la semaine, tu auras juste des réponses à tes questions et tu vas pouvoir ajuster et relancer. Et déjà, quand tu comprends ça, je trouve que ça t'enlève un petit peu la pression et tu te dis, ok, ben juste je fais, je donne tout, je fais de mon mieux. Et Oui. après, je verrai ce que je vais garder. Peut-être des choses que j'aurais pas aimées, peut-être des choses que j'aurais apprécié faire et que j'ai pas eu le temps de faire. Je vais me rendre compte peut-être que mon organisation, elle était pas folle parce que j'ai dû créer du contenu toute la semaine, alors que normalement, si ton rétro-planning au début était bon, tout a été organisé. Moi, mes périodes de lancement, c'est les périodes où je fais le moins de trucs parce que tout est prévu à l'avance. Tout est planifié. Ce côté, je suis fatiguée à la fin. Si tu es fatigué, c'est parce qu'émotionnellement, tu lâches, parce que tu t'es mis une grosse, grosse pression sur les épaules. Donc ça, faut le travailler en amont, de vraiment relativiser son lancement en disant, c'est pas l'événement de l'année. J'y joue pas ma vie. C'est un premier lancement. Et je vais relancer. Peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Je lance tous les mois. Donc vous pouvez pas me dire qu'on peut pas lancer souvent. Je lance tous les mois. Et la deuxième chose, c'est l'organisation, quoi. Je me suis foirée dans mon organisation, je me retrouve à tout faire au dernier moment et bah, je suis débordée parce que je suis en train de vendre, en train de créer, en train de tout ça. Bah, faut améliorer ton organisation, revoir ton rétro-planning et tout prévoir à l'avance. Et cette structure, ce cadre, il est méga important pour finalement être relax derrière et être en confiance de bah, j'ai fait ce qu'il fallait. Après, il y a un point qui est très important à savoir dans le lancement. C'est que tu as 2 périodes où tu vas vendre plus. Au début, quand tu ouvres, et le dernier jour. Donc au milieu, c'est le moment où tu gères tes émotions. C'est le moment où tu gères tes émotions, parce que c'est le moment où tu as l'impression que c'est la fin du monde et qu'il n'y a personne qui va... Ils sont tous en train de réfléchir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Moi, je recommande 10 jours max. Parce qu'ils prendront le temps que tu leur donneras pour réfléchir. Mm. Alors que dans le fond, ils savent déjà. C'est là que c'est important d'avoir cette clôture à un moment donné, ou ce nombre de places, ou ce... Parce que si ton programme derrière, il est génial, et qu'il les aide vraiment, mais force-moi à acheter, vraiment. Parce que là, c'est juste mes peurs qui m'empêchent d'acheter. Mais si derrière, j'ai les résultats que je veux, au contraire, je suis contente que tu m'aies poussé à passer à l'action. Ouais. Ouais. Mais après, tu vois, tu pourrais dire aussi, je comprends vraiment cette idée que un lancement, c'est là aussi hein, pour avoir beaucoup de réponses. C'est-à-dire que ça marche, oui, tant mieux. Ça marche pas, non. Ok, on analyse qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a aussi potentiellement un objectif financier. Et ce lancement-là, il est censé subvenir à tes besoins pour les 3 prochains mois. Si le lancement flop, tu vas avoir 3 mois où tu vas manger des patates, tu vois, quand même. Donc, il y a aussi cette pression-là de, ok, j'ai des super réponses, ça n'a pas fonctionné, mais en attendant, c'est quand même un peu compliqué les prochains mois. Ouais, mais il n'y a pas de recette miracle. Ah, Et je peux pas complètement. te dire, en fait, si tu suis le guide, tu vas forcément vendre. C'est qu'au début, tout au début, je parle vraiment des débuts. Après, tu peux faire qu'un lancement par an ou que un lancement tous les 3 4 mois. Tu sais que ça va fonctionner parce que ton truc, il tourne. Mais au début, tu es en train de créer le truc. Donc oui, au Mm. début, encore une fois, t'es pas en train... Et c'est là l'erreur souvent, que c'est les gens, ils se lancent et ils se disent, oui, bon, il faut que je réussisse mon premier lancement parce que sinon, après, je peux plus manger. Anticipe ça. Essaye de trouver une solution derrière pour toi te mettre en sécurité parce que toutes les boîtes ne cartonnent pas au bout de 3 jours et que la majorité, elles prennent du temps parce qu'il faut tester, parce qu'il faut aller se confronter au marché. Donc en fait, oui, t'es déçu. Certainement. Et ça, c'est normal. Même moi, quand je fais un mauvais lancement, je suis déçue alors que je relance tous les mois. Mais ça, c'est normal et c'est humain. Mais encore une fois, c'est je suis déçue, mais je continue d'avancer, ou je perds tous mes moyens et j'abandonne parce que j'estime que c'est pas bon. Bah, peut-être que dans ces cas-là, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi parce que c'est fait pour les persévérants et que tout ne fonctionnera pas toujours. Complètement. Et tu disais que tu faisais un lancement tous les mois. Est-ce Mm. que t'as pas une question aussi de... euh, comment dire? Déjà, est-ce que ça... Tu te dis pas ça peut saouler ton audience? Moi, je les faisais tous les 2 mois à un moment, et je me disais déjà, ouh là là, en vrai, je les saoule beaucoup. Et vu que tu sais que, enfin, tu vois que la deadline, s'il passe pas là,
en vrai, ils se disent, bah, c'est pas grave, dans un mois, je retente ma chance. Et du coup, la deadline perd de sa force versus une formation qui s'ouvre tous les 6 mois ou tous les ans. Euh, Comment tu arrives à trouver le bon équilibre là-dedans? Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe et ce qui peut plus se passer quand c'est juste de la deadline. Moi, c'est un nombre de places. Comme je fais de l'accompagnement et dans cet accompagnement, les gens ont accès à moi en illimité. Vraiment, Oh ils peuvent waouh. me contacter tous les jours. Et du coup, bah, je peux pas faire rentrer beaucoup de personnes. J'ai besoin de contrôler le flux. Donc, mon urgence, qui est plutôt normale et légitime, c'est par le nombre de personnes que je fais rentrer. Donc, je n'accepte que 10 personnes par mois. Les personnes qui veulent attendre, elles peuvent attendre sans souci pour venir un autre mois. Et puis après, je me donne aussi l'opportunité de me dire, bah, le mois prochain, en fait, je lance pas parce que je peux me permettre. Souvent, l'été, je lance pas. Souvent, je donne tout au début d'année. Je fais mon chiffre d'affaires de mon objectif de l'année en quelques mois. Et puis après, je décide si j'ai envie de continuer les lancements tous les mois. Donc, tu as quand même ce truc incertain où est-ce que je vais vraiment réouvrir? Potentiellement, je réouvre. Potentiellement, je prends la décision que j'arrête et ça, mais moi, je le sais pas. Donc, je peux pas vous dire. Pour le moment, voilà. À part l'été, tous les mois, j'ai prévu un lancement. Le système tourne plus ou moins tout seul. J'ai besoin, moi, juste de faire mes lives. Et il est rodé. Ça doit faire 4 ans que je fais le challenge comme ça. C'est toujours le même challenge. Et avant, je le faisais 3 fois dans l'année. Et depuis 2024, janvier 2024, je le fais tous les mois. Et je fais rentrer 10 personnes tous les mois. Donc, du coup, l'objectif, c'est pas. Les gens qui veulent attendre, ils peuvent attendre. Mais par contre, je vends quand même mes 10 places tous les mois, donc ça pose pas de problème. Et comment pour finir sur l'analyse, après j'ai quelques questions aussi sur ton académie. Euh, Comment, tu vois, moi je mesure aussi à la fin d'un lancement le chiffre d'affaires par abonné. Je fais des lancements plus par email, moi. Euh, et du coup, j'essaye toujours d'avoir le chiffre d'affaires par abonné comme mesure un peu de succès de mon lancement. Je suis mauvais pour les analyses un peu plus qualitatives, tu vois, des retours clients, des trucs, ça je suis moins bon. Mais par contre, pour calculer des chiffres sur des tableaux Excel, je suis le meilleur. À quel... Est-ce que tu as des échelles, tu vois, tu te dis, bah si je fais tant d'euros par abonné, on est bien. En dessous, en vrai, c'est pas ouf. Si je fais plus de ça, c'est excellent. Ou alors, ça dépend du secteur. Comment tu le... Est-ce que tu donnes des Ça dépend chiffres du à tes abonnés? secteur. En fait, je vais plus donner des chiffres de taux de conversion, mais malgré tout, aujourd'hui, le marché, il est hyper différent en fonction des thématiques et tout. Donc, les taux de conversion sont vraiment larges. En général, on sait qu'une page de vente, le taux de conversion, il est 3%. Dans les emails, pareil. Les taux d'ouverture sont en général de 20%, les taux de clic de 6. Donc, on a des taux comme ça qu'on essaye parce que l'objectif, c'est de voir plein de KPI différents. J'adore les chiffres aussi parce que je trouve qu'ils nous parlent et qu'ils nous disent et de voir en fait chaque chiffre pour chaque étape du tunnel pour voir en fait où est-ce qu'il y a de la perte et où est-ce qu'on peut s'améliorer sur chaque. Donc il faut vraiment calculer tous les chiffres de le nombre de personnes qui arrivent, le nombre de personnes qui passent dans ta stratégie en fonction des différentes étapes, le nombre que tu perds et tout, pour voir à la fin en fait le résultat. Le chiffre final, moi qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que je suis rentable ou pas. Oui. Parce que finalement, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je fais de la publicité. C'est ce qui fait aussi que j'ai pas trop ce problème de saouler mon audience. C'est que chaque mois, j'ai une acquisition nouvelle. Et c'est ce que je recommande quand tu fais des lancements mensuels. C'est que tu aies de la nouveauté. Et je paye des gens, je fais de la pub, j'ai mon équipe à payer. Est-ce que mon business est rentable avec mon salaire compris Oui. et avec le salaire que j'ai défini moi? Et du coup, c'est ça mon chiffre final qui compte. Je regarde toutes les KPI pour optimiser. Chaque mois, j'optimise. Je me focus sur un KPI et je cherche à l'améliorer lui et je vais réitérer à chaque fois, itérer pour pouvoir améliorer ce KPI jusqu'à avoir les résultats que je veux dans chaque partie et je me fixe des objectifs dans chaque bout de mon tunnel. Ça, c'est pour l'analyse vraiment statistique qui est la plus barbante pour la plupart des gens mais que j'adore aussi. La J'adore deuxième aussi. analyse, c'est est-ce que les gens étaient contents de ton événement? Pourquoi ils n'ont pas acheté? Ça, tu peux envoyer un email. Pourquoi t'as pas acheté? Tu Ok. poses deux questions. Pourquoi t'as pas acheté? Et qu'est-ce qui t'aurait manqué? Qu'est-ce qui t'aurait convaincu? Et en fait, tu vas voir les réponses. Ceux qui vont te dire c'était trop cher,
Toi, tu dois le traduire par la valeur perçue n'est pas bonne, elle n'est pas assez haute. J'ai pas assez mis en avant la valeur perçue de mon programme. T'en as qui vont dire, bah, j'ai cette peur-là, j'ai cette croyance-là. Et il faut que tu utilises toutes ces données pour améliorer ta communication la fois d'après. Et puis après, il y a la troisième analyse qui est comment toi, tu t'es senti. Si, encore une fois, le lancement, c'est hyper important pour faire vivre ton business et le développer. Si tu finis sur les rotules à chaque lancement, découragé, déprimé et que tu as envie d'arrêter, ça va pas, dans 10 ans, tu seras pas là. Donc, c'est comment je fais pour que mon lancement, bah, j'y prenne du plaisir, que je vende avec confiance et en étant moi-même. Et bah, j'aimerais bien qu'on zoome un peu sur tout ça, sur comment tu fais pour la GladUp Academy. Donc, on en parlait par petits bouts, qui est ton programme d'accompagnement. Est-ce que, en quelques mots, tu peux présenter ce qu'il y a dedans? C'est-à-dire, si moi je m'inscris, bon, si j'étais une femme et que je m'inscrivais, euh, qu'est-ce que j'y trouverais? Tu vois, tu disais il y a du coaching illimité. Combien de mois ça dure? Le pitcher, en gros, ce que je trouve dedans. Ouais, ouais. En fait, l'objectif, c'est qu'au bout des 12 mois, tu aies construit ton business. Tu fait 3 à 4 lancements dans l'année, tu as validé ton produit, tu as validé ton tunnel, tu as processé, tu as mis des systèmes en place et tu as un business qui t'apporte entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année en fonction de tes objectifs. Tu as atteint tes objectifs. Donc ça, globalement, c'est à ça que ça ressemble. Les 3 premiers mois, on va aller alors, c'est très personnalisé en fonction de chacun, donc je te dis globalement, mais en Oui, fonction oui. de chaque personne, on va aller plus vite sur des parties où on va en zapper. Mais globalement, les 3 premiers mois, on va aller créer ta bêta test, on va aller du coup créer la structure de ton programme, rendre ton offre irrésistible, développer un réseau social et une liste email, et on va aller faire ton premier lancement. Une fois que c'est fait, les 3 mois d'après, on a analysé, on a optimisé et on relance directement. Et souvent, on fait un lancement qui est plus gros parce que la bêta test est validée. Et on fait une masterclass, un challenge, un atelier. On fait un événement pour attirer plus de monde. On relance, on analyse, on optimise, on commence à créer nos automatisations, nos systèmes, nos process en fonction de ce qui a fonctionné, de ce qui nous a plu, et on refait l'exercice une deuxième fois, voire une troisième fois. C'est très personnalisé. Il y a des gens qui lancent tous les mois parce qu'elles font d'abord de l'individuel, qu'elles vont ensuite transformer en groupe et ensuite en formation. T'en as qui viennent avec plusieurs programmes, mais globalement, le programme est structuré comme ça. Après, il a plusieurs axes, ce programme. Tu as la partie vidéo qui t'emmène pas à pas, qui te guide à tout construire avec les ressources, les templates, les trucs, les machins. Tu as la partie accompagnement qui est la plus forte. Dedans, tu as des coachings de groupe chaque semaine. Ces coachings, il y en a 2 parce qu'ils sont divisés par niveau pour pas que tu aies un coaching où tu perdes ton temps avec quelque chose qui soit est pas assez avancé pour toi, soit est trop avancé et en plus risque de te faire peur. Donc en fonction du niveau où tu es dans le coaching du jeudi ou dans celui du vendredi. La deuxième chose, c'est l'accès à l'équipe de coach en illimité. Donc, c'est un fonctionnement de retour. Tu nous écris et nous, on te répond sous format vidéo uniquement. Donc, tu vas nous demander de corriger ton tunnel de vente, d'analyser ton lancement. Tu vas nous parler de tes blocages, tes peurs et tout ça. Et en fait, la coach ou moi, on va répondre en format vidéo. Et ça, tu peux nous écrire tous les jours. Tu peux nous écrire 10 fois par jour si tu veux. Ça te permet d'avoir une coach à disposition où tu n'attends pas 150 ans pour avoir une réponse, où tu as quelqu'un pour confirmer quand les choses sont bien, quand les choses sont suffisamment parfaites, pour pas perdre ton temps à refaire. Tu as vraiment quelqu'un qui est par-dessus ton épaule et qui regarde tout ce que tu fais. En plus de ça, on a les bilans mensuels, donc chaque mois, tu fais ton bilan chiffré et je l'analyse et je te fais une vidéo analyse de ton bilan, j'analyse tes lancements, on audite tes réseaux sociaux, tout. Tu as en plus de ça, non pour l'accompagnement, c'est déjà pas mal. C'est déjà Ouais, énorme. non, c'est déjà énorme. C'est déjà Après, tu as la énorme. partie communauté, donc dans la partie communauté, on est sur Discord. L'objectif, c'est de connecter ensemble, de créer des partenariats, tout. Donc, dans la communauté, elles peuvent échanger, poser leurs questions. On combat la procrastination dans la communauté. Donc, on a mis des challenges mensuels où elles peuvent gagner un coaching individuel. On a mis chaque semaine, elles mettent leurs objectifs, elles font le bilan à la fin de la semaine. Il y a les coworking.
Tous les mercredis, on fait un coworking, on travaille tout ensemble avec la méthode Pomodoro. Donc chacune travaille dans son coin, mais on fait les pauses ensemble. C'est plutôt sympa aussi. On a un apéro chaque trimestre aussi, où interdiction de parler business, on fait des jeux, on fait connaissance, c'est plutôt sympa. Et puis après, tu as la partie gamification. Je t'ai dit que les coachings étaient divisés par niveau, parce qu'en fait, chaque niveau est une étoile. Donc, tu arrives, tu es une étoile naissante. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, tu sois une étoile éternelle, avec un business qui soit pérenne. T'as vraiment pensé le truc, pensé et poussé du coup hyper loin. C'est mon unique produit depuis 6 ans, qui a Oh été là là. d'abord un accompagnement individuel et qui a été petit à petit avec les retours optimisés. Là, il va encore vivre une refonte cette année parce que je passe ma vie à l'ajuster, le refondre. Et là, j'ai créé une nouvelle offre il y a un mois, mais j'avais que ce programme-là depuis 6 ans. Je pousse Ok, l'itération. Le même tunnel depuis 2 ans, et le même programme depuis 6 ans. c'est trop bien. Et donc tu accompagnes, on va dire une centaine de personnes à l'année, tu vois, c'est des 10 par mois, Ouais, plus 2 mois de vacances, on va dire 100 ce sera plus exact. simple. Euh, c'est un programme que tu vends combien? Le programme est à 5 000 € à l'année, mais je fais une offre pour les gens qui passent par le challenge. Donc le challenge, il est mensuel. Faut Ok, regarder sur mon Instagram, il revient tous les mois, ouais, presque tous les mois. Et pendant le challenge, on peut saisir l'offre à 3 000 € à la place de 5 000 € pour seulement 10 personnes du coup. ok. Et alors, tu donnes beaucoup de ta personne aussi de manière régulière, tu vois, tu as les coachings à la semaine, tu as le système de retour en vidéo. Euh, Toi, comment... C'est des choses que j'ai souvent pensé faire pour mes formations, mais j'ai toujours une crainte de Oh, Paul, tu pourras plus prendre de vacances, tu vois. Si tu veux partir 2 semaines, par exemple, parce que si tu veux partir une semaine, tu peux te débrouiller, par exemple, pour que si ton coaching il est le vendredi, tu pars du samedi au jeudi, tu vois, ou juste tu t'ouvres ton coaching 1 heure, mais moi quand je suis en vacances, ça m'embête de me replonger dans le boulot. Comment tu le gères, toi, ça? J'ai tout structuré mon business pour te dire aujourd'hui, c'est un business qui fait à peu près 300 000 € de chiffre d'affaires à l'année et Ouais, qui, pour lequel je travaille à peine 20 heures par semaine. Et tu vois, chapeau. dernièrement, j'ai presque pas travaillé au mois de mars. Pendant 3 semaines, j'ai pratiquement pas travaillé parce que pour la petite histoire, j'habite à Dubaï. Et du coup, c'est un peu compliqué en ce Ok. moment. C'est une ambiance particulière. Exactement. Donc, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Et en fait, mon business aujourd'hui est principalement automatisé, processé, et j'ai une équipe. J'ai du coup une coach spécialisée en réseaux sociaux, une coach spécialisée en publicité, une coach spécialisée en mindset et business, une coach en technique qui est aussi ma responsable du succès client, donc qui fait les rendez-vous de bienvenue aussi. Et du coup, toute l'équipe sait exactement quoi faire. J'ai une assistante aussi et hyper autonome grâce au système, au process que j'ai mis en place. Aujourd'hui, pareil pour la partie des retours. Comment pouvoir apporter cette qualité, tu vois, d'accompagnement, mais sans que ça te prenne trop de temps, c'est que déjà, plus ta formation sera mauvaise, plus il y aura de questions. Si ta formation, elle est complète, Oui. qu'elle répond aux questions et qu'elle est ajustée et améliorée tout le temps, bah, il y a moins de questions parce que les gens savent. Donc, il y a un vrai travail de fond à faire sur la qualité du programme. Aujourd'hui, les retours me prennent environ 1 heure par jour parce que les coachs ne se remplacent pas. Moi, je garde ma spécialité et elles ont toutes la leur. Donc, elles s'occupent des retours de leur spécialité à elles. Et les miens, en tout cas, me prennent à peu près 1 heure par jour. Et je peux les déléguer à ma coach Sephora, qui est aussi coach business, si j'ai besoin de partir en vacances sans souci. Ok. Bon, bah, trop bien. Et tes Et puis, lancements aujourd'hui... Pardon? puis tout est processé, en fait. Donc, du coup, déjà, quand tu as des Oui. process pour tout, ça te fait gagner un temps monstrueux. Oui, c'est ça, t'es plus... t'as pas le côté solopreneur, artiste qui fait tout au fil de l'eau, là où ça le mène, c'est... On est dans une vraie entreprise où chacun a sa mission, sa tâche, et c'est assez... euh, chacun sa ligne d'action, quoi. Comment tu fais tes lancements aujourd'hui? Comment ils se passent? Parce que si c'est tous les mois, tu dois être sur une machine assez bien rodée. Tu disais que tu avais de la publicité qui arrivait au milieu de tout ça. Euh, Comment ça se passe? T'as ton challenge aussi? C'est-à-dire que tous les mois sur Instagram, tu dis aux gens, je vais organiser un challenge, venez par là pour vous inscrire. En même temps, tu fais venir de la pub sur ce challenge-là. Euh,
est-ce que tu peux m'amener juste rapidement sur le process? Ouais, carrément. Donc, je fais un challenge chaque première semaine du mois. Comme ça, mon mois est très bien organisé. La première semaine, je vends. La deuxième semaine, j'onboard. Et la 3, 4, bah, je fais d'autres trucs. Et, et du coup, l'acquisition sur le challenge vient de l'organique. Mon compte Instagram qui tourne depuis maintenant 6 ans tout le temps et qui ramène les gens vers le challenge. Dans mes posts épinglés, il y a le challenge qui est vraiment mon événement phare chaque mois. Donc les gens peuvent s'inscrire à n'importe quel moment dans le mois quand ils viennent d'Instagram. Et ensuite, j'ai ma pub qui est lancée 10 jours, une semaine, dans 10 jours avant le début du challenge. Donc, bah, sur plusieurs mois, la pub elle va être relancée les mêmes. Après, il faut que j'ajuste un peu parfois les hooks, un peu les visuels, mais globalement, c'est à peu près toujours les mêmes pubs. Tu renouvelles un petit peu ouais, tous les 2-3 mois. Et puis, tous les 3 mois, je relance ma liste email. Quand les gens participent au challenge, en fait, derrière, ils vont rentrer dans une séquence email nurturing de 90 jours qui va leur apporter full valeur. Et après, on pourra les réinviter au challenge. Mhm. Trop bien. Et donc, t'as pas de système réellement de newsletter, par exemple. Si, C'est si, si, cette si. boucle. Ah, si, t'as une newsletter aussi. Bah ouais, il y a une newsletter en plus de cette séquence de nurturing qui tombe tous les jeudis. C'est le journal intime d'une entrepreneur où j'y partage tous mes coulisses chiffrés. Autant bah, les problèmes que j'ai, mindset, parce que j'en ai aussi, les problèmes, tout ce que je vis, les choses que je teste, que j'expérimente et tout. Là, les petits produits, c'est la première année que je refais ça. J'avais fait ça il y a longtemps et que je relance. Et du coup, à chaque fois, je raconte un peu tout ce qui se passe dans mon business. Donc tous les jeudis, il y a la newsletter, mais c'est pas une stratégie d'acquisition. Ma newsletter, c'est une stratégie pour apporter de la confiance et de la conscience aux gens. Mon acquisition vient de la publicité d'Instagram. Derrière, ils rentrent dans mes tunnels avec mes contenus à haute valeur ajoutée. J'essaye d'apporter un maximum, d'aider un maximum, de toujours créer la proximité, parce qu'en plus, je trouve ça sympa. C'est ce que je préfère faire, moi, pouvoir échanger, discuter, faire des lives avec les gens. Le pré-enregistré, j'ai beaucoup plus de mal. Me filmer toute seule dans mon salon, je me sens un peu bête à chaque fois. Je suis vachement moins à l'aise. En live, ça va, c'est cool, j'arrive à me débrider. Et du coup, bah, mon contenu est là pour leur apporter confiance, pour leur prouver que je suis la bonne personne, avec ma preuve sociale, toute ma stratégie qu'il y a derrière. Et puis, chaque mois, ils peuvent rentrer. Du coup, il y a 10 personnes qui peuvent rentrer. Donc, parfois, il y a moins de place parce que, exemple, j'ai des challenges où les personnes réservent leur place à l'avance pour rentrer plus tard. Comme ça, ils savent que leur place, elle est déjà réservée. Donc, j'ai des mois où j'ai beaucoup moins de place. Et puis voilà, c'est vraiment tout rodé et systémisé. C'est pas un business qui tourne tout seul parce que par exemple je vends avec des appels parce que je refuse d'accompagner tout le monde. Donc du coup c'est des appels de candidature. Lors du challenge je partage mon prix, je partage tout. Euh, la transparence c'est quelque chose vraiment pour lequel je suis hyper... j'aime ça, j'aime pas trop cacher des trucs et tout. Donc je partage tout dans le challenge. Par contre la règle c'est tu m'appelles pas si t'as pas le budget d'investir en fait. Tu me prends pas rendez-vous, je sais moi qui fais les Oui. rendez-vous, j'ai pas le temps. Tu prends rendez-vous au moment où t'es prêt, tu veux candidater, t'as des questions en plus ou je suis assez disponible partout pour qu'on discute, qu'on échange et que je réponde aux questions au quotidien pour que quand on prenne un appel ensemble, ce soit un appel de candidature. Et là, du coup, je sélectionne si oui ou non on rentre. En général, tu vois, pour rentrer 10 personnes, il me faut à peu près entre 12 et 15 appels selon les mois. Ok. D'accord. Et pourquoi t'as choisi d'accompagner uniquement les femmes? Alors au début, j'avais pas choisi ça. Au début, j'avais pas ciblé et en fait, je n'attirais que les femmes. Et en affinant et en itérant ma cliente cible tout le temps, je me suis rendu compte à quel point on avait des points communs et que finalement, pour ma communication, c'était beaucoup plus facile de parler à quelqu'un que je connais très très bien. Ok, ça marche. Je me Après, suis posé j'ai la question. accompagné quelques hommes qui se sont perdus dans tout ça, mais maintenant j'accompagne exclusivement des femmes pour garder ce côté entre nous, entre femmes, voilà, c'est tout. Mais rien contre les hommes, c'est juste que ça s'est présenté. Et comme j'ai fait pour créer mon offre, je réponds beaucoup à ce qui se présente à moi et aux demandes Ah ouais, ouais. et je fonce dans ce qui fonctionne. Mais non, mais t'as complètement raison. Et puis ça fait un autre élément différenciant. Et je trouve en plus le marketing digital, moi je le vois un peu, tu vois, t'as vite ce côté d'un peu presque masculiniste, tu vois, de ouais, je fais beaucoup d'argent. Et c'est un truc que j'aime pas du tout. Et donc je comprends qu'on puisse avoir envie d'aller dans une direction
différentes, tu vois, et de dire non, là, ça va être qu'entre femmes, ils vont nous saouler tous ces gars. Enfin bref. Non, mais c'est ça, mais c'est comme tu peux, tu vois, cibler une tranche d'âge. J'accompagne des Ouais. femmes qui ont souvent la trentaine, qui sont dans mes âges, à 30, quarantaine, j'ai 37 ans bientôt. En fait, j'accompagne des femmes qui matchent avec mon énergie parce qu'il y a d'autres personnes sur le marché qui sont beaucoup plus jeunes et à qui elles ont plus de mal à accorder de la crédibilité. J'ai eu du mal à parler de l'auto-école pendant longtemps. Je crois que j'ai commencé à en parler il y a 3 ans parce que je me disais, mais c'est pas du tout vendeur d'être quelqu'un qui a échoué, en fait. Et c'est quand j'ai commencé à en parler qu'au contraire, j'ai connecté davantage avec mon audience qui finalement m'a dit, mais non, en fait, t'as déjà vécu, tu sais comment remonter, tu sais Ouais. comment les erreurs à pas faire parce que tu les as faites. Donc t'es la meilleure personne pour nous accompagner. Et du coup, en fait, à chaque fois, quand on cherche quelqu'un, on peut pas plaire à tout le monde. Donc bien cibler une cliente cible que tu connais très très bien, euh, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent automatiquement. Oui. Et puis je pense en plus montrer ses vulnérabilités, tu vois, dire j'ai eu ce moment difficile, je me suis senti mal, je me suis isolé dans mon camion pendant 2 ans pour faire de l'introspection. En gros, tu vois, mais tu montres une vulnérabilité, ça te rend humaine et ça fait que les gens t'aiment plus. En plus, si tu gardes le côté un peu, enfin, ça fait limite manipulation de dire ça, mais je pense qu'il y a de ça qui se passe aussi. Non, non, mais de toute façon, faut rester toi-même et c'est là que c'est le plus facile de communiquer. On peut pas jouer un Ouais, rôle pendant longtemps et si notre objectif c'est à nouveau d'avoir un business pérenne qui dure dans le temps, bah faut réussir à rester toi-même dans ta communication. ouais. Et alors, tu disais que tes journées type, enfin, quand tu étais en lancement, finalement, elles étaient limite un peu plus tranquilles parce que tu étais bien préparé que tes journées hors lancement. Est-ce que tu peux m'amener dans une journée type, du coup, en lancement versus hors lancement? Tu dis que tu bosses 20 heures semaine. Euh, c'est quoi les missions que tu as gardées par rapport à celles que tu as déléguées, vu que maintenant vous êtes plusieurs? Comment tu t'organises? Alors, j'ai pas mal délégué, mais pas grand-chose quand même. Comment Parce que ce que ça? j'ai délégué finalement, c'est les coachings et puis les parties administratives à mon assistante. Mais le reste, j'ai tout gardé. Je suis un peu une maniaque du contrôle. Mais par contre, j'ai bien structuré, processé et surtout, je fais tout le temps simple. J'ai pas 50 000 tunnels, tu vois bien. Je suis pas sur tous les réseaux sociaux. Je fais un truc, mais je le fais bien et je préserve mon temps. Mes tâches qui ne changent pas tous les jours, c'est checker mes emails, j'en ai pour 10 minutes, et c'est faire les retours de mes clientes et gérer, c'est pas moi qui gère la communauté, ça c'est l'une de mes coachs, mais je vais toujours faire un tour parce que je veux toujours être présente dans la communauté. Donc en général, ça me prend 1 heure par jour, déjà. Ok. Après, bah, quand je suis en lancement pendant 4 jours, j'ai mon live du challenge qui est 1 fois par jour, pendant 4 jours. Et c'est pas un challenge comme les autres parce qu'en plus, il y a des exercices et je fais personnellement les corrections des exercices dans Discord. Donc, je vais corriger chaque exercice de chaque personne. Oh là là. Donc, pareil, je vais tout processer pour pouvoir le faire le plus rapidement possible. Donc, on va dire que, pareil, ça doit me prendre 1 heure de corriger les exercices après le challenge. Donc, j'ai 2 heures de challenge, 1 heure, et puis après, je vais avoir une petite dizaine d'appels pour pouvoir vendre. Donc ça, c'est les tâches de mon lancement. Parce que les emails sont déjà programmés depuis longtemps et déjà faits depuis longtemps, parce qu'il faut se dire que ça fait 2 ans que j'ai le même tunnel, hein. Tout ça, ça a été créé avant. Les pages de capture, les tunnels, les publicités, les trucs, les machins, tout a été créé. Donc aujourd'hui, je suis juste dans de l'itération sur certains points. Je suis pas en train de réinventer la roue et je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas tout réinventer tout le temps. Parce que quand on est dans une énergie créatrice, on a tendance à créer des nouvelles offres, des nouvelles stratégies, des nouveaux tunnels et à partir dans tous les sens, ce qui nous fait perdre du temps. Je reste concentrée, focus sur ce que je fais. Et après, bah, j'ai mes réseaux sociaux et ça me prend à peu près, on va dire que je publie 5 fois par semaine sur Instagram. Ça me doit me prendre 4 heures tous les 15 jours Ok. de créer le contenu, faire les vidéos. Alors pareil, vous verrez pas des montages élaborés avec moi. Je fais, si je peux ne pas monter, je ne monte pas. Je lance le sous-titrage et c'est tout. Donc je fais globalement simple. Je fais une newsletter par semaine, donc je la rédige le mercredi. Et après, quand les clientes sont OK de rentrer dans la GladUp Academy, c'est mon assistante qui gère l'envoi des contrats, l'envoi des liens pour payer. C'est mon assistante aussi qui gère toute la partie de ranger les factures. Après, c'est ma comptable qui fait Ouais. la compta.
Donc, globalement, c'est ça. Ma première semaine du mois, c'est là-dessus que je suis. La deuxième semaine du mois, j'onboard. C'est ou moi ou ma coach. Ça dépend des moments, ça dépend du temps que j'ai et de ce que j'ai envie aussi beaucoup. J'écoute aussi beaucoup mes envies. C'est-à-dire, je dis que je bosse 20 heures. En ce moment, je suis en plein dans une énergie créatrice. J'ai envie de faire la refonte, j'ai envie de faire plein de choses. Bah, je bosse un peu plus parce que j'ai l'énergie, mais j'ai pas bossé pendant 3 semaines avant. Donc, le truc, c'est aussi de s'écouter et de pas rentrer dans un truc Instagrammable de dire moins je bosse, mieux je me porte. Non, c'est qu'est-ce que tu as envie de Ouais. faire et est-ce que tu kiffes ton boulot et ton programme et tout ça. Donc la semaine 2, jeune board, les premières clientes qui vont rentrer, elles vont pas toutes rentrer à la même période en fait. Tu as des clientes qui vont décider de rentrer dans un mois, dans 2 mois, tu as des clientes qui vont rentrer tout de suite. Donc on fait un premier rendez-vous stratégique où on va définir leur plan d'action et à partir de là, elles rentrent. Moi, les coachings de groupe, je dois faire peut-être 3 coachings de groupe dans le mois. Après, c'est mes coachs qui font les autres coachings parce qu'on essaye de mixer les thématiques, tout simplement, comme on a toute une spécialité. Oui. Donc, j'en fais 3 à 4, ça dépend des mois. Et puis après, c'est les filles qui font. Et puis, et puis après, bah, je Non, travaille, c'est si déjà j'ai pas d'autres mal. projets, je travaille sur mes projets, mais c'est déjà pas mal, ouais, c'est ça. Mais finalement, Oh, ouais, c'est non, ça énorme. rentre bien dans les 20 heures. Oui, oui, les 20 heures, elles sont remplies. Et en même temps, on sent que t'as... Enfin, c'est l'impression que ça me donne, c'est-à-dire que tu fais vraiment que les missions qui ont de la valeur euh, et pas une de plus, tu vois. Enfin, je dis pas ça dans un Non. sens négatif, genre, t'as Non, sélectionné, non, non, non. ma valeur, elle est là, ça sert à quelque chose, ça sert moyennement ou pas, je le vire, point. Genre, ou je le délègue, Mhm. mais je le fais pas. Donc, Non, et t'as puis été tu vois, il très y a bonne des dans la projets que protection de ton temps. c'est ça, il y a des projets que je repousse parce que je vais estimer, tu vois, je développais ma chaîne YouTube, donc j'ai un début de quelque chose, mais en fait, rapidement, je me suis dit, ok, c'est cool pour le long terme et c'est une très bonne stratégie. Est-ce que j'ai envie d'allouer mon temps maintenant dessus, alors que mon tunnel actuel à court terme fonctionne bien et que le temps que j'ai, bah, mieux vaut que j'optimise ce tunnel pour qu'il fonctionne encore mieux et que finalement, bah, je prenne du temps pour moi et pour me reposer et pour juste Hmm. avoir de l'énergie, quoi. Le but, c'est que Ouais. ton business serve ta vie et pas que ton business soit ta vie. Ouais, ouais, non mais complètement. Mais c'est dur, tu vois, d'arriver à prioriser un peu tous les trucs. Là, par exemple, la décision que tu prends, c'est-à-dire de ne pas aller sur YouTube, mais plutôt garder du temps pour toi, ou optimiser le tunnel actuel pour le rendre encore plus performant, tu vois. Tu pourrais te dire, ouais, mais là, je suis un peu dépendante de Instagram, par exemple, et de la pub. Comment je me rends moins dépendante? Bah, je vais aller sur Google, sur YouTube, qui en plus est hors de Meta, donc ça peut être intéressant. Mais tu vois, faut arriver à prendre toutes ces décisions qui sont, je trouve, très très dures quand tu dois les prendre pour toi et que tu es le seul à en assumer les conséquences. Si tu es en entreprise et que tu te trompes, c'est la faute du manager, on s'en fiche, tu vois. Euh, Quand tu es à ton compte, bah, y a que toi sur qui pleurer à la fin et je trouve ça dur. Ce qui est sûr, c'est que tu peux pas tout faire en même temps et que si t'es cramé, à un moment donné, tes performances vont réduire. Ce qui fait que je vends, c'est, je pense, l'énergie que j'ai. Et que si j'arrive fatiguée, épuisée, parce que je pars dans tous les sens et que je fais trop de trucs, je vais pas inspirer confiance. Le but, c'est d'incarner un peu ce que tu veux proposer. Et encore une fois, pour moi, le plus important, c'est d'être là longtemps. Et pour être là longtemps, tu sais, enfin, moi, j'ai trop vu à l'ancienne le patron qui prend sa retraite super tard, qui est complètement épuisé et qui même potentiellement va avoir des problèmes de santé parce qu'il aura tellement travaillé toute sa vie qu'il n'en aura pas profité, qu'il n'aura pas voyagé. Je trouve qu'aujourd'hui, le business model de la formation en ligne nous apporte un confort de vie qui est différent, mais qu'on peut malgré tout se perdre dans du surtravail parce que dans notre société, c'est normal de travailler beaucoup et d'être tout le temps débordé. Ouais. Tu vois, le nombre de gens qui me disent oui, non, mais toi, avec ton business, oh, tu dois tellement travailler, tu dois tellement être fatigué. Bah non, ça va. En fait, non, ça va. Mais parce que c'est pas normal, en fait. C'est pas, ce qui est normal, c'est de travailler beaucoup. Et qu'il y a un vrai truc à débunker en termes de mindset, de se dire, bah, je peux être juste efficace, je peux être efficient et me concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée, les tâches qui ramènent de l'argent à court terme, sans pour autant oublier. Hein, là, je retravaille sur mon site pour développer le blog. Parce que pareil, finalement, le blog, je vais être plus à l'aise et je vais créer plus facilement du contenu que YouTube. Parce que YouTube, ça rêve de la vidéo, je suis un peu moins à l'aise, ou tout ça, tout ça. Donc, voilà, rester sur... Ouais, se dire, je dois pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc déjà, si tu faisais, tu vois, il y a eu une période où je faisais plus que de la pub parce que je m'étais dit trop cool, tu mets de l'argent, ça rentre et t'as plus besoin de faire du Instagram, c'est trop bien. Non. Ça, c'est vraiment mettre tous ses œufs dans un seul panier, c'est hyper Ouais, dangereux. c'est dangereux. Donc aujourd'hui, j'ai régulé le truc, j'ai Instagram et j'ai
La pub. Meta, la pub. J'ai aussi les recommandations. Mes clientes me recommandent énormément. Quand je passe sur des podcasts, des choses comme ça m'apporte de la visibilité. Et puis après, mais c'est plus rapide comme visibilité, toutes ces choses-là, que YouTube ou que le blog. Donc après, c'est de se Hmm. dire, bah, je vais allouer un temps à ce projet-là. Cette année, mon temps, en plus que j'alloue, il est pour la refonte de mon programme. Puis après, j'allouerai un temps pour mon blog, mon site et puis ma chaîne YouTube. Mais je créerai un système pour réussir à automatiser et processer au maximum. Trop bien. Mais ça m'amène plutôt bien. Il y a quatre petites questions que j'aime bien poser en fin de rencontre. Et la première, c'est les 20% de missions qui te rapportent 80% de tes résultats. Je trouve qu'on est un peu dans Mon cette challenge. thématique. Ah ouais, mon challenge. Il n'y a Le qu'une challenge chose. mensuel. Là, tu vois, quand j'ai pas travaillé pendant 3 semaines, j'ai fait mon challenge, je me suis mis en pause après et je suis revenue au moment de faire l'autre challenge. Et j'ai rien fait d'autre. Parce que finalement, je peux m'arrêter de créer du contenu pendant 3 semaines sur Instagram. Tant que le challenge arrive, les chiffres arriveront. Oh, c'est ouf. Deuxième question. Avec le recul, c'est quoi dans ta personnalité qui t'a vraiment aidé à en arriver là où tu es? La résilience. Ok, Le fait de pas me laisser abattre et que peu importe ce qui m'arrive, on y retourne, on remonte à cheval. c'est bien. Troisième question. Est-ce que la chance a joué un rôle dans ton aventure? Non, je crois pas trop en la chance. Je pense que c'est juste la capacité de travailler, en fait. Et c'est pas que travailler, c'est travailler sur soi aussi. Parce que ce que j'ai pu remarquer, c'est notre capacité à dépasser nos limites qui font la différence plus que notre capacité de travailler. Tu peux être mauvais en marketing si tu as cette capacité de te remettre en question et d'évoluer et d'apprendre, tu avanceras. Ok. Et dernière question. Comment tu gères les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneuriat au quotidien? Je me laisse pleurer. Moi, je suis une chouineuse. Je pleure, je pleure. Je me laisse pleurer, je me laisse tranquille. Je mange des chips devant une série. Je vais m'arrêter pendant 2, 3 jours le temps que la vague, elle passe. Et surtout, je me connais. Je me connais. Quand on est quand une femme, on a des cycles. Je ne mets pas de choses importantes dans la période où je pète un câble dans mon mois parce que je sais que je suis plus déprimée, que je me remets à douter de moi, que je me remets. Donc, j'apprends à me connaître, à comprendre mon fonctionnement. Je m'autorise à me foutre la paix parce que finalement, c'est ce qui fait la différence. Et puis, je vis mes émotions parce que de toute façon, j'ai déjà essayé, j'ai pas le choix. Ouais. Mais c'est bien parce que ça sous-entend que tu as conscience que ça va s'arrêter aussi. Tu vois que tu te connais Ouais. assez pour savoir que c'est qu'une passade, que c'est quelques jours complexes et t'as confiance. Tu vois, parce que moi, quand je suis dans ces moments de creux, euh, j'ai toujours l'impression que ma vie va être un creux. Tu vois que ça y est, je suis descendu et que je vais rester en bas. J'arrive pas toujours à prendre le recul et à me dire non, Paul, ça va remonter, t'inquiète pas. Donc tu vas y Alors arriver. attention, parce que quand même, j'ai payé des milliers d'euros de psy et de coach, hein. C'est des années de Mm. thérapie. C'est de Pour réussir l'investissement. à dépasser ça. Et régulièrement, je revois ma psy, ce qui a été le cas là avec ce qui se passe à Dubaï. Ça a été l'année dernière. J'ai passé 6 mois à être persuadée que mon entreprise se cassait la figure et que j'allais tout perdre. J'en étais persuadée. Ce qui est très très drôle, c'est que quand j'ai regardé mes chiffres, j'ai fait mon analyse des 6 mois, j'avais déjà fait mon chiffre d'affaires de l'année d'avant. Comme quoi on est capable de raconter n'importe quoi à son cerveau, parce que pendant 6 mois, alors que je fais mes chiffres tous les mois, hein, pendant 6 mois, j'étais persuadée que tout allait s'écrouler. Et c'est de revoir ma psy qui m'a rappelé que j'avais déjà tout perdu et que même si peut-être un jour mon entreprise se termine, j'aurai la capacité de revenir et que ma sécurité, c'est pas l'argent que je fais, que ma sécurité, c'est ma capacité à aller trouver des solutions. Mais c'est merci ma psy et toutes ces années de thérapie. Oui, on sent que tu as travaillé, que tu arrives à être plus à l'aise dans la construction de tes émotions et dans ta force. Et je te sens posé, en fait. C'est la sensation que tu me fais. Tu vois, là, Mais c'est quoi, aujourd'hui, on 1h45, se fait je te un, sens posé. on se fait un appel, une période dans mon mois ou dans ma semaine où d'un seul coup j'ai une crise émotionnelle. Je suis pas un robot, donc vraiment je vis mes émotions comme tout le monde et je pense qu'il faut pas penser que le travail il se termine jamais en fait. On passe notre temps à continuer de travailler. Ouais. Bah, c'est très gentil à toi de l'avoir rappelé et d'avoir enlevé ce robot.
Faut Faut pas que tu pas se ressembles à un comparer. robot, Les mais... gens se comparent beaucoup trop sans savoir en fait ce qui se cache derrière. Ok, aujourd'hui mon business il est structuré et je bosse que 20 heures, mais c'est parce que j'ai bossé 80 heures pendant 4 ans avant pour tout créer et tout structurer. C'est parce que j'ai douté, c'est parce que j'ai eu des lancements qui ont échoué, j'en ai encore qui échouent. Et on a tendance avec les réseaux sociaux à se comparer et à penser qu'on est nul parce que les autres ils nous montrent des choses. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas vrai. On met en avant ce qui nous arrange d'être mis en avant et on met sous silence toute la construction. Il n'y a personne qui arrive, enfin, ou très peu, je pense, qui arrive et qui du jour au lendemain ont un business qui cartonne sans effort. Ça n'existe pas. Et puis on a tous nos Ouais. limites, nos blocages, nos peurs, parce qu'on a tous des histoires différentes. Donc ne vous comparez pas, s'il vous plaît. Et ben sur cette bonne note positive, merci beaucoup Maëva. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram à Maeva Kalisiak, c'est vraiment là que je suis la plus présente et à pas hésiter à m'écrire un petit message, je suis toujours contente de pouvoir discuter avec les gens. Allez, ben je remettrai le lien direct dans la description pour les flemmards qui veulent juste cliquer. Merci beaucoup Maëva d'être venue, d'avoir joué le jeu de cette interview. Et puis à très bientôt. À très bientôt, merci de m'avoir invité.